Épisode numéro 19 du Pack-Sac Balado Suzy Veilleux. Salut, Jonathan Roberge, Mathieu Genet. Bonjour. Salut. Yo! Nous sommes vos étudiants préférés. Ceux qui sont là pour vous faire penser à autre chose que la fucking prolongement de confinement. On est en zone rouge, on enregistre de chez nous, mais on fait ça dans le bonheur et la joie, comme d'habitude. Surtout qu'on a une matière du jour très intéressante. On jase de politique aujourd'hui. On lunch à la table des nerds avec un gars qui a tellement un nom de premier de classe. Xavier Savard-Fournier. Tu sais, c'est sûr que tu t'appelles comme ça, tu nous en apprends, là. C'est certain. Mais sais-tu quoi? Moi, je rajouterais même que souvent, lorsqu'on dit on va parler de politique, le monde fait « Ah, moi, pas bon en politique, j'aime pas ça. » Tout. M'a t'appelé Kevin, mon chum. OK, là, Kevin, ce qui est le fun avec notre invité d'aujourd'hui, c'est que justement, on le fait pour que tu puisses comprendre. Ouais. On est à l'école. On a préparé des questions qui sont pas trop pointues, qui font en sorte qu'on va avoir des belles réponses avec des longs développements, qui fait que toi, tu vas pouvoir aller chercher l'information que tu as besoin, Kevin. Ben oui. Fait que écoute-le au complet, le podcast. Même s'il demande des mots que tu comprends pas trop, ben sais-tu quoi? Tu vas arriver au travail, Kevin, puis tu vas pouvoir arriver sur le bord de la machine à café puis dire à la belle Sophie, « Hey Sophie, savais-tu qu'aux États-Unis, là, c'est les grands électeurs qui vont voter pour le président? » Et là, Sophie, elle va se cracher dans la main, puis elle va faire « Hey! » OK, elle va pas se cracher dans la main. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire « Wow, je suis vraiment épaté par tes connaissances. J'aimerais un lunch avec toi pour en savoir plus. Fais-moi un bébé, Oh. maintenant, on the bureau. » Fait que grâce à Xavier Savard-Fournier, merci, ta vie va prendre une coche de plus. Xavier, lui, il est journaliste indépendant et puis il va nous jaser, là, justement, de la présidentielle américaine. Ils sont tellement bons, les petits blancs, je me dis, ils vont avoir oublié mon cue. Mais non, that's it, c'est vraiment cool. Et puis, si vous comprenez pas tout ce qu'on dit là, pendant l'épisode, c'est pas grave parce qu'on aime toujours ajouter des compléments d'informations sur nos réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux, ça c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok. No! Fuck TikTok! Fuck TikTok. Mais pas fuck YouTube, par exemple. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder parler sur YouTube. Merci de le faire. Merci de vous inscrire à notre chaîne. Like, subscribe and share, comme Hey, ils disent. On est rendu à genre quoi? 170 quasiment? 165 abonnés Patreon? Hey! C'est pas grave. Moi, je tiens à dire que la semaine passée, on était à 160. On doit être rendu à 165, 170. Je Les prends... petits blancs, le savez-vous? Peut-être qu'ils savent ça sur le bout de leurs doigts, eux. Ils sont en train d'aller checker, d'après moi. 174! Mais Mathieu! Grand Mathias! Genetski! Ouais. Combien ça coûte être sur ce Patreon-là? Ah, attends un peu, là. On est dû pour un nouveau slogan, là. Moi, je trouve que le 3 piastres, ça commence à être vieux. Oh Faut mon qu'on Dieu, se on se revitalise. renouvelle. On se renouvelle. T'as peu. Why pay more than $3? Why? Just tell him why! Le gérant est tombé sur la tête. Only $3! Voilà. Wow! Oui, moi j'adore. J'achète. Juste pour Excellent. ça. Ouais. Si vous nous aimez à ce point-là, là, on pourrait faire peut-être un autre gag avec le prix du masque du Pack-Sac qui est à vendre. Le masque à l'effigie du Pack-Sac, le beau logo créé par Rosie Blondie. Le mon masque Dieu, est à vendre. Il est tellement beau, notre masque. Et Il est sais-tu beau. quoi? Léa, elle le porte au Viridi Café. Et c'est sur Ah le oui? viridicafé.com que vous pouvez justement vous le procurer, le magnifique masque avec le logo. Léa le porte en travaillant au Viridi parce que chaque fois qu'elle le porte, elle se dit « Hey, il est vraiment beau, je t'en achèterais un. » Et là, elle fait « Ben, c'est le balado à mon chum puis ses amis. » Puis elle fait comme « Ah, OK. » Les gens, une personne sur deux, elle me dit « Ils s'en calissent de votre balado, ils aiment juste votre logo. » Mais moi, je m'en sac parce que c'est vrai qu'il est beau, notre logo. C'est vrai À la qu'il est beau. limite, Absolument. peut-être que quelqu'un, un moment donné, va se faire dire dans la rue « Hey, j'adore ça, ce balado-là. » Puis là, la personne va se sentir stupide. Un peu comme quelqu'un qui porte Voilà. le T-shirt des Ramones en ne connaissant pas 3 titres des chansons.
Et voilà! Merci d'acheter nos masques parce que c'est Mais il est combien, ce masque? 20 piastres! J'ai recyclé le gars de 3 piastres sur le 20 piastres, 20 $. Le manager est tombé sur la tête. Tout doit partir. Il vous empêche d'avoir la COVID. Un bon masque prouvé en clinique et pas testé sur les animaux. Veilleux! Oui. Hey, veilleux! Là, on a fait le tour de nos actualités. Il nous reste 3 salutations à faire, mais avant les salutations, là, Ouais. il y avait une demande cette semaine. Oui! Allez-vous faire ça? Ben, Joe va le faire parce que il m'a écrit tantôt à 2h30 pour. Je suis comme émue déjà! alors. Puis je vais sûrement me faire ramasser dans le fond. Ah oui, je te ramasse. Je suis là Suzy, pour ça. Allez-y. Alors, les petits blonds, partez-moi ma musique de définition, s'il vous plaît. Suzy Veilleux. Nom propre d'une fille de 3 pieds 2, qui a une voix de joueuse de bingo et autant de tatouages qu'un gars en front page du Photopolis qui est arrêté pour vol de skidoo. Elles aiment ça, les skidoo dans la poudreuse. Suzy Veilleux. Plus grande fan des filles de Caleb. Et aussi seule fille, qui est plus proche d'être Ovila qu'Émilie Bordelot. Hein? La preuve, elle porte des chemises de bûcheron. Elle a le regard un peu vide de Roy Dupuis quand il est trop saoul. Pis et horny quand elle entend une hache taper sur un arbre. Ah, Suzy Veilleux, hein? Les cheveux de Courtney Love, la consommation d'Ozzy Osbourne, pis la shape de la poupée de Chucky. Puis au lieu d'être possédée par un tueur en série comme Chucky, Suzy est possédée par Keith Richard. Ah oui. Sex, drug and... Rock and roll! Rock'n'roll! Non! Pour Suzy, c'est sex, drug and rock'n'noon. Oui, car se faire rocker la noune, Suzy connaît ça pour avoir eu 2 opérations à son vagin. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Si chacun de nous a un animal intérieur, celui de Suzy serait le party animal. Wow! Un animal constamment en 5 à 7 en train de vanter la bosse entre 2 shooters puis des signes de devil quand une toune de rock part. Suzy Veilleux. L'individu la plus susceptible de la planète. La preuve est déjà sûrement crisse intérieurement pour 50% des jokes que j'ai faites sur elle, même si c'est un roast. Elle va m'en reparler après. Ben là, trouves-tu vraiment que j'ai la shape de Chucky? Mais non, on t'aime, Suzy. On t'aime, Suzy, hein? Au-delà d'être une fille sex, drug and rock'n'noon, Suzy est aussi une capitaine d'équipe. Une leader naturelle, toujours prête à faire la petite crise de boss. Ben non, c'est un roast, je pensais vraiment que j'allais être gentil. Petite crise, no. Suzy a un cœur format Costco, une écoute digne d'une psy et un caractère de leader incontestable. Elle aime les enfants, hein? Elle aime les enfants, gang, c'est vrai? Elle dit tout le temps, elle aime les enfants. Oui. Elle les aime presque autant que la bière et les festivals d'été. C'est beaucoup, ça? Suzy, hein? Le prénom le plus populaire dans les années 50. Et Veilleux, oui, le nom de famille le plus populaire de la Beauce. Et lorsqu'une fois réunis, ils forment Suzy Veilleux, une fille de famille de la Beauce qui a tout, sauf l'attitude d'une femme docile des années 50. Féministe, engagée, qui n'a pas peur de s'affirmer en meeting, de confronter qui que ce soit, et ira même jusqu'à dire à un dude après un one night « Hey chérie, va pas te vanter à tes chums, c'est moi qui t'ai fourré. » Et voilà ma belle. Ça finit là-dessus! Oui. C'est tellement mieux que ce que je m'attendais. Et voilà. C'est T'es-tu ça. en crise? T'es-tu Hey, je fâché? suis pas en crise, il y a bien trop de justesse là-dedans pour que je sois en crise. Toutes les références sont bonnes. Oh! Hey, je vous remercie. Je trouve ça Ben, extraordinaire.
Je t'aime. Moi aussi. Ah, moi, j'ai juste relu et approuvé. Mathieu, il l'a relu, puis il a T'as fait, bien c'est bon, approuvé mais... ça, je trouve. Ben, Mathieu, dis-moi si je te connais bien, Suzy. Mathieu me dit... Hey Joe, moi je trouve ça bon, mais je le sais pas pour Shape de Chucky. De Chucky. C'est là que je vous dis que j'ai pas référence, fait que je suis pas fâchée. Ah, pour vrai? Ah, ok, parfait. OK. Fait que Ok, là, es-tu c'est grosse, Chucky? C'est quoi? Non, Chucky, c'est juste une poupée de 2 pieds de haut, toujours fâchée. Tu sais, Va As-tu te du montrer, monde, là, attends. c'est un film d'horreur, là, Chucky. Ouais. La petite poupée Je, rousse, là. je me rappelais absolument c'était quoi, mais j'avais pas sa shape. J'étais là, limite, elle a un gros cul. C'est pas grave, Ah, non, ça non, vient moi, avec, c'est elle est t'sais. tout petite, là, elle est courte sur pattes, là, tu sais. Fait que là... On dirait que c'est toi quand tu portes... Mon Dieu, du c'est encore plus jeans. drôle. Eh oui, je c'est je ça. vais mettre ma salopette la semaine prochaine pour ça. Ah, mais je t'aime beaucoup, Suzy, puis on est désolé j'ai d'avoir, pas comme aimé toujours, ça. retardé le truc pour ton anniversaire. Ouais, On l'avait vraiment commencé pour la journée de ta fête, puis après ça, il y a eu 1001 affaires, ça a glissé entre deux chaises, puis une chance que les fans l'ont ça, souligné hein? parce que c'était dans les notes de Ouais. mon cellulaire, puis on a tout simplement oublié. Et parlant des fans, on a des salutations. Oui. Est-ce que je commence avec le premier, Marc-Antoine Ah ouais, Bellil? donc! Salut, j'ai découvert votre podcast hier. Je suis rendu à l'épisode 7 et je suis devenu membre Patreon. Bref. Bref! Bref. Hey, ça, c'est comme la Mathieu. fille de la semaine passée! Hey, on devient anglophone quand on fait nos remerciements. C'est quoi? C'est Jane Hick. Jane Hick! Janik. Bref, j'aime votre podcast. Hey, moi, un gars comme Marc-Antoine, je sais pas si on dit Belzile ou Bellil. Peut-être qu'on dit Bellel. Belzile. Écoute, on m'a t'appelé M.A. Marc-Antoine, tu t'es déclenché 7 épisodes de nous en une journée. Je trouve ça insane. Puis là, t'en voulais encore plus, puis tu t'es rendu au membre Patreon. Pour combien, Mathieu? Why pay more than $3? 3 piastres. 3 piastres. Ben merci, Marc-Antoine. Puis c'est pour du monde comme toi qu'on le fait. Puis bisous. Ouais, fait que je fais-tu le deuxième? Ah Ouais, oui, vas-y, mon non. Donc, le deuxième, c'est Éric Sirard qui nous dit des amis dans l'armée m'ont parlé des exploits de Léo Major. Petit bonhomme surpris, comme ça. Un héros inconnu. Dommage que son histoire n'est pas enseignée dans nos écoles. Merci d'en jaser dans votre podcast. Et ça, en plein jour du souvenir. Hein? Est-ce qu'on est le jour du souvenir? Ouais, on est le jour du aujourd'hui? souvenir. en Un jour de plus. souvenir, t'as raison. Voilà. Ouais. Donc, Éric Il Sirard. n'y a pas de hasard. Il y a Jason Boyd. Je pense que ça se dit vraiment Jason Boyd cette fois-ci. Non, je pense que c'est Jason Bois. Jason bois. Jason bois. Un gars, là. C'est belge. C'est belge. Jason bois. Ah, excuse-nous, Jason, on rit de ton nom. On s'aime, on t'aime, on t'aime. Non, on taquine ceux qu'on aime. Il dit salut à vous. Hey, j'ai découvert votre podcast la semaine dernière et j'ai déjà écouté toutes les épisodes. Wow. C'est écrit toutes. J'ai pas eu le choix de devenir membre Patreon pour avoir plus de votre show. Continuez votre bon travail. Et là, il nous a envoyé une vidéo et il a dit PS, je pense que vous avez un nouveau fan et son enfant danse quand la toune des sarcastiques part. Oh, wow. Non, mais c'est yes. tellement hot, là! Merci C'est de nous avoir tellement partagé ça. nice. C'est vraiment, vraiment cool. On l'apprécie Je énormément. sais pas si son enfant a dansé quand Mathieu a dit qu'il s'était fait sucer par un fantôme. Oh my God. Ah, c'est qui m'a ramené souvent celle-là. Non, mais c'est parfait, il faut. Mais moi, je trouve ça fucking ridicule. Oh my God. J'ai chaud! J'ai tellement chaud! Ah, Mathieu, je t'aime tellement. Oh my God. Hey, excellent. Hey, aujourd'hui, Hey, au menu du jour, qu'est-ce qu'on a, Suzy? On a quelqu'un avec qui on va jaser. On s'en va à table des nerds. On parle à tonne! Tiens. Sortez vos Nintendo, c'est l'heure du lunch à la table des nerds. Hey, je suis tellement heureuse de recevoir aujourd'hui mon ami à la table des nerds, Xavier Savard-Fournier! Salut Yeah. tout le monde! Oui. Bravo. Xavier, je ça te va? présente Jonathan et Mathieu avec qui nous passerons l'heure du midi aujourd'hui. Xavier et moi, on a étudié
bu à l'Université Laval à Québec ensemble. C'est vraiment un plaisir. Et puis depuis, Xavier, je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es journaliste depuis déjà 2012. Tu travailles plutôt dans le milieu de la politique internationale. Tu t'intéresses à la politique publique, les populations, les enjeux sociaux qui marquent l'actualité. Tu te promènes donc pas mal grâce à ça. Je pense que c'est une belle excuse. On joint l'utile à l'agréable. Voilà. Et puis Absolument. là, Vas-y. Non, mais c'est justement ça. Ça permet de mélanger. Bon, là, c'est sûr qu'en pandémie, c'est plus compliqué, mais ça permettait à une certaine époque de mélanger voyage, plaisir, découverte et reportage pour ramener tout ça au Québec en français pour tout le monde. Exactement. Et puis là, avant de se lancer dans le vif du sujet, du pourquoi on t'a invité cette semaine, c'est-à-dire pour parler des récentes élections aux États-Unis. Merci. Il y aura cet extrait régulièrement dans l'épisode de ce soir. Je voulais saluer le projet que tu es en train de réaliser, premièrement, parce que avec Andréane Plante, vous avez monté le projet 12-12. Donc, toi et ta copine, vous vivez 12 mois de journaliste international dans 12 villes à quelque part dans le monde. Et là, vous êtes à votre 6e destination. Joe, Mathieu, savez-vous d'où Xavier est en train de nous parler aujourd'hui? De chez eux. Ah, c'est bon ça. Ça commence bien. T'es où? Je suis à Bogota, en Colombie, en fait. On vient tout juste d'arriver. Hein? Mais t'étais pas au Texas? Je t'ai vu au Texas à la télé il y a une couple de jours. Oui, exactement. J'étais au Texas, puis là, la présidentielle, c'est fini. Puis au Texas, on savait un peu les résultats. Ouais. C'est pas le cas partout, mais au Texas, c'était resté rouge, c'était resté républicain. Puis, ben, c'est ça, nous, c'est le projet que Suzy nous racontait. Ben, c'est bien intéressant. Là. Pendant la pandémie, c'est un petit peu plus bizarre quand même de dire qu'on fait 12 villes en 12 mois. Fait que quand même, faut quand même que je mette en place le point que ça, c'est une idée qui était avant la pandémie. Évidemment. On avait ces 12 destinations-là avant la pandémie. On avait, écoute, un itinéraire complet. Nous, on devait partir le 1er mai 2020. Puis là, mi-mars, tu sais, c'est passé quelque chose. Ouais, le monde s'est écroulé, là. Écroulé, là. Puis notre projet s'est écroulé avec tout l'argent qu'on avait investi dedans à ce moment-là. Des billets d'avion déjà réservés, des appartements déjà réservés. Non. Fait que là, nous, on travaillait déjà dans des médias. On travaillait les deux pas mal avec Radio-Canada pour ne pas le nommer. Et en fait, on avait déjà finalement donné un peu pas nos démissions, mais on avait réglé nos départs. On n'avait plus nécessairement d'appartement. Une chance que tu l'as pas fait en faisant « Hey, je décalisse à la Jerry Maguire. Fuck you! Toi, je t'ai jamais aimé. Ça fait 6 ans que je suis ici. Je trouve que t'es... » Là, le gars, il a remis tout le monde à sa place puis il revient le lendemain. « Hey, écoute, à cause de la pandémie, il faut que je travaille encore. » Excusez-moi, ils ont fermé tout au Québec. Là, j'aimerais ça profiter de la chance que j'ai de pouvoir travailler de la maison. Ouais. Fait que finalement, on s'est posé bien des questions. Puis finalement, j'ai travaillé toute la pandémie. Là. Je suis resté sur les émissions avec lesquelles je travaillais. Puis quand ça a commencé un petit peu à se calmer, mais là, on s'est reposé des questions puis on s'est demandé, est-ce qu'on part? Pourquoi on partirait? Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on réalise? Puis c'est bien bizarre pour, je pense, le monde de se dire, ah ouais, mais il part en voyage, tu sais, voyons pourquoi il s'en va se garrocher là-dedans, c'est donc bien épais. Puis en même temps, nous, comme bébites de journalistes, on se disait, ben c'est la plus grosse affaire qu'on a probablement, en tout cas que nous, moi j'ai début trentaine, j'ai jamais vécu de quelque chose d'aussi gros que ça. Puis moi, j'avais envie de faire du journalisme à l'international. J'avais envie d'aller couvrir justement comment ça se passait. Puis ça fonctionnait pas dans ma tête de me dire qu'au moment où il y a une pandémie mondiale, le truc le plus historiquement imposant que j'ai connu de ma vie, ben moi, j'allais finalement décider de rester assis chez nous puis de rien faire. Dans le fond, de pas y aller puis de rester comme dans mes bottines ordinaires. Fait que c'est devenu comme logique pour nous d'aller documenter. C'est comme ça qu'on le présente beaucoup, là, c'est d'aller documenter cette pandémie-là. Puis c'est sûr que c'est bizarre, mais on est des drôles de bébites, les journalistes. On se garoche souvent dans la marde. On va dans des places où les gens vont pas. On pose des questions que les gens veulent pas. Mais c'est ce qui fait les meilleures histoires. C'est ce qui fait que ça va être super intéressant. Tu aurais été le premier, je suis persuadé, dans 15-20 ans à faire
Chris, il s'est jamais reproduit quelque chose d'aussi gros. Mhm. Chris, pourquoi je suis resté dans mon appartement, tu sais? Ben, tu sais, pour être bien honnête avec toi, on regarde ce qui se passe maintenant. Nous, on a commencé en Europe, là, dans le fond. L'été passé, on a tout scrappé l'itinéraire qu'on avait. On devait commencer à Tokyo pour les Ah Jeux oui, olympiques. c'est ça, vous avez recommencé à zéro, là. Ben, parce que les pays n'étaient pas ouverts, tout simplement. Puis OK. honnêtement, c'est aussi niaiseux que ça. On a commencé à la mi-juin, puis le premier pays où on est allé, c'était à peu près le seul pays qui acceptait des touristes à ce moment-là. Ah. Parce que là, bon, je vous épargne tous les enjeux de visa, mais Ben oui. ma situation de pigiste, journaliste international, fait que dans certains pays, on n'est pas toujours considéré comme des journalistes parce qu'on n'est pas engagé par une boîte. Mais bref, le seul pays à peu près qui nous acceptait, c'était la Turquie. Fait que moi, autour de la Saint-Jean, on a acheté des billets pour la Turquie aller simple. Puis on est parti à Istanbul Wow. attendre que l'Europe ouvre, peut-être, pour les Canadiens. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au 1er juillet, on a été chanceux. Ouais. Les Canadiens ont été mis sur la liste de l'Union européenne. Ouais. Puis là, nous, on était en Turquie, puis on était pognés là, parce qu'il n'y avait pas Oh la my Turquie sur la liste. Oh my God! Fait que là, tu t'es retrouvé. C'est comme si tu avais fait le mauvais line-up devant le Music World à l'époque pour aller chercher un CD. C'est Que exactement finalement, ils ça. l'ont pas dans le magasin que tu veux aller. Ah, c'est quasiment comme si je m'achetais un CD puis que je l'ouvrais puis dedans, c'était pas la bonne affaire. On a pris un gros guess, on s'est ramassé à côté. Puis là, on est à Istanbul, puis là, on Ouais. fait bon, ben, la première destination, ça va être ici, finalement. Fait qu'on a commencé avec Istanbul, puis cet été, ça a été ça un peu le jeu de où ça allait ouvrir, où on allait pouvoir entrer. On s'est ramassé à Londres justement pour ça, parce que Londres fait pas pareil que l'Europe. Hein. Ils vont d'ailleurs quitter là, tout bientôt. Là, c'est censé se faire à la fin de l'année. Ben, eux, ils avaient fait des corridors aériens avec la Turquie. Fait qu'on pouvait se ramasser à Londres. Puis là, de Londres, OK. on a pu entrer en Europe. On a fait l'Europe pendant l'été. On s'est ramassé à Madrid où ça allait pas bien. On s'est ramassé au Portugal justement parce qu'à Madrid, ça allait pas bien. Il a fallu se sauver de l'Espagne pour pas rester coincé. Tu allais faire des reportages en France puis à Berlin. Puis là, ben, la grosse affaire de l'année, après la pandémie, c'est une Les petite élections élection. américaines. Petite élection. Excusez-moi, on a besoin de la trame sonore. On parle maintenant des États-Unis. Élection. Fait que, on voulait- Fascinant, faut comme manquer ça. dirait Charles Tisser. Fascinant. Non, mais ça doit être vraiment une expérience très unique de voyager en pleine pandémie. Vraiment pas évident. Et là, qu'est-ce qui fait que vous êtes rendu à Bogota? Ben, c'est que notre objectif, c'était quand même d'essayer d'en faire 12. C'est-à-dire, dans le projet, il y avait cette idée-là, puis bon, je tique parfois sur des affaires, puis j'étais comme, ben là, on a dit qu'on en ferait 12. On va essayer d'en faire 12, comme on est capable, en gardant les trucs de sécurité, bien évidemment, en faisant attention pour la C'est COVID. vrai que le projet s'appelle Projet 12-12. Ouais, c'est un peu comme- fourré, là. C'est Quand même. important, là. Si on arrête à 6, c'est moins le fun. Ça marche, mais c'est moins le fun. tu sais. Le brand est plus là, puis tu l'as vendu comme 12-12. Fait que, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, on a payé un bon ami à nous qui a fait un magnifique branding. D'ailleurs, salut à Pierre-Philippe Rioux, pour ceux qui ont besoin de branding en tout genre. Fait que, C'est tu sais, vraiment on joli. veut le respecter, ce branding-là. Et honnêtement, la Colombie, c'était déjà dans nos cibles. C'est un pays qui nous intéressait beaucoup. Il se passe beaucoup de choses ici avec la pandémie également. Puis, les règles nous permettaient d'entrer également. Parce que c'est ça le défi présentement. Là, on va devoir revenir au Québec, en fait, dès le 1er décembre, des raisons d'assurance. Puis c'est pas sûr encore qu'on va pouvoir vraiment repartir pour un autre 6 mois. Est-ce que ces mois-là vont être étalés un petit peu dans le temps? Parce que là, vraiment, la situation elle se complique là, pas mal partout sur la planète. Je n'ai pas besoin de vous Ouais. l'expliquer. Je pense qu'à Ouais. Montréal, Non. à Québec, au Québec, vous êtes au Non. courant. Ben, tu Fait vois, je m'en que- allais là avec ma question. Écoute, j'ai déjà des questions pour toi. Là, t'es à Bogota, t'as vu beaucoup de l'Europe. Est-ce que les gens qui se plaignent que c'est mal géré au Québec, quand toi tu reviens ici, tu dis « Oh non, t'as pas vu comment c'est mal géré ailleurs. » Est-ce qu'on est si pire que ça ici? Les pires que moi j'ai vus, honnêtement, c'était les Anglais cet été. Mais moi, je suis arrivé comme au moment où ils rouvraient tout. Ouais. OK. Ils ont comme viré fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez Ah là, de la ouais. première semaine de juillet, les images qu'on avait de Londres, les gens étaient dans un pub. Là. Ça Ah ouais. buvait là, Oh. comme il n'y avait pas de lendemain. Là. En fait, c'était exactement ça. Ils se disaient, si je pourrais aller au pub, il n'y allait rien qu'une fois, puis je vais pogner la COVID, puis me retourner chez nous. Puis vraiment, ça, c'était assez particulier. Tandis qu'ailleurs dans le monde, honnêtement, là, à Bogota, les gens portent le masque partout. C'est juste qu'il y a vraiment plus de monde. Il y a 8 millions de Ouais. personnes juste dans la ville. Fait que déjà Ah ça, ouais. à Istanbul, c'était une dizaine de millions de personnes. Je passais à Mexico, c'était la même affaire. Fait que les règles sont sensiblement les mêmes. Puis après OK. ça, il y a juste des enjeux culturels qui viennent jouer sur. Puis je pense, par exemple, à l'Espagne cet été. L'Espagne, ça allait pas bien. Ça n'a jamais bien été. Puis ils sont toujours restés bien hauts dans les chiffres de COVID. Puis les spécialistes n'arrivaient pas vraiment à dire qu'est-ce qui créait ça. Puis en même temps, tu te rends compte qu'il
ben les gens, leur vie sociale, c'est d'aller en famille le soir souper. Puis c'est bien compliqué. C'est même pas qu'ils suivent pas les règles. Ils suivent les règles en place. C'est juste que, ben pour eux, c'est la logique. C'est que le soir, ils vont souper ensemble sur la terrasse. Ils sont une dizaine. Puis il y a une dizaine à côté. Puis il y a l'autre dizaine. Puis t'as beau les espacer à un moment donné. C'est comme pas possible. Puis je pense que c'est ça la seule nuance que j'ai vue, mettons, culturellement, parce que les règles se ressemblent pas mal. Comme je disais, il y a pas mal juste les Anglais là, qui étaient pas mal lousses pendant l'été. Puis là, finalement, ça a été dans les premiers pays d'Europe qui ont resserré la vis avant les autres. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix, c'est ça. Puis là, il y a eu finalement des lockdowns complets à Berlin, à Madrid, en France. Ça se passe pas Donc, très à bien. Montréal, c'est pas mal géré parce qu'ici, on a plein de gens. Tu ouvres tes réseaux sociaux, puis le monde font juste chialer sur la CAQ puis sur la façon que c'est géré. Mais de ce que je comprends, de ce que tu sembles dire, écoute, c'est pas mieux ailleurs, puis c'est pas nécessairement pire que ça ailleurs. C'est comme ça partout. La meilleure phrase qui m'est toujours restée en tête là, pendant la couverture de la pandémie, c'est la docteure Caroline Quash, qui est au CHU à Sainte-Justine, et qui disait, grosso modo, on construit l'avion pendant qu'il vole. Ils volent. Puis, j'adore honnêtement... L'image c'est est excellente, hein? Exactement ça. Puis après ça, il y a quand même des dérivés, on va dire, politiques. Il y a des choix politiques qui se font. Il y a des choix politiques qui se font au Québec, qui se font pas en France, qui se font ailleurs, qui se font pas dans le reste du Canada. Ça, il y a des nuances. Les enfants en classe ou pas, le télétravail ou pas, combien de personnes on permet d'aller dans des restaurants, dans des célébrations, dans des événements sportifs. Cet été, moi, quand j'étais en Europe, il y avait des gens qui allaient voir des matchs de foot dans des stades. Et là, là. Il y avait 10-15 000 personnes étalées dans le 60 000. Mais il y avait du monde pareil. Ben ouais. Là, ici, les restaurants sont ouverts, les gens sont dans la rue, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est 50 personnes maximum. Fait que ça fluctue d'une place à l'autre, mais on sent, mettons, que le jeu d'outils, il se ressemble. Là. Ouais. Il n'y a pas 8000 différences, à part la fameuse Suède là, qui a fait un petit peu, pas mal différente que les autres. Là. Mais pour le reste, on joue dans le même coffre à outils. Puis oui, après ça, il y a des choix plus politiques. Ça va avec les tangentes de chacun des gouvernements un peu partout. Puis le meilleur exemple, on l'a vu avec la présidentielle américaine, puis on va en parler tantôt. La pandémie aux États-Unis, ça allait pas bien. Ça continue de mal aller. Puis on regarde chacun des États aux États-Unis, c'est ça qui est la particularité, c'est chaque État qui décide. Même si on donne une espèce de prémisse globale, ça reste quand même que les décisions reviennent beaucoup à chaque État. Puis ben, selon ta tangente politique, si tu es un État républicain, si tu es un État démocrate, tu te rends compte que ben, ce qui se passe à New York, c'est pas la même chose qui se passait au Texas, c'est pas la même chose qui se passait en Arkansas, puis c'est pas la même chose qui se passait en Californie. Puis c'est pas juste parce qu'il y avait beaucoup de monde dans certaines villes. Il y a aussi des visions politiques un peu différentes. Hey, pour le commun des mortels, là, je me demande, je me questionne, lorsque tu fais du journalisme international comme ce que tu fais en ce moment, est-ce que là, tu es à Bogota, donc là, tu vas trouver un sujet, un angle, tu vas vouloir créer un reportage autour de ça. Est-ce que tu vas d'abord trouver qui va le diffuser ou tu vas créer la pièce et ensuite tu vas essayer de le vendre, le diffuser? Ben, c'est un mélange des deux, honnêtement. C'est-à-dire, éventuellement, tu finis par faire des piges avec certains médias, certains qui commencent à te connaître. Fait qu'eux vont être plus à l'aise de te dire « Oui, OK, go, ce sujet-là, on l'aime, va le faire, puis on verra ce que ça va donner. » Tandis que quand tu tentes, tu es dans tes premières piges, mettons tes premiers déplacements, puis que tu essayes, ben, c'est sûr que les gens ne te connaissent pas vraiment. Fait qu'il faut que tu leur prouves un peu, que tu leur montres « Voici, ça peut avoir l'air de quoi. » Parce qu'il y a tout le temps des modifications. Là. C'est sûr qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte, là, mais il y a du back and forth sur des textes, on réécoute des topos radio. Pour les trucs qui sont en direct, c'est tel que tel. Là. Mais il y a tout ce côté-là où ça devient un échange. Puis après ça dépend aussi. Souvent, il faut que ta recherche soit assez avancée pour que ça attire. Puis c'est ça le gros défi. Puis tous ceux qui ont déjà fait même de la pige dans n'importe quel autre domaine, c'est ça le défi. Hein? Faut que tu pitches ton idée. Faut que tu sois le pro. Oui, puis il faut que tu l'ailles rechercher comme juste assez pour que tu calcules ton bon, OK, je ne peux pas passer 2 jours non plus là-dessus, parce que si on ne me l'achète pas, ben je veux pas, j'ai passé 2 jours là-dessus, puis je vais être pogné avec cette affaire-là. Mais en même temps, il faut que tu te connaisses assez pour convaincre des gens qui sont assis loin de toi. Ça, c'est peut-être l'autre gros défi. Moi, il y a des affaires super évidentes pour moi à Bogota présentement, mais qui ne vous diront rien. Puis dans le fond, je ne vous aide pas de vous parler de ça parce que je ne vous permets pas de comprendre la Colombie nécessairement ou ce qui se passe ici, ou vous donner un comparatif, mettons, pandémique. Fait qu'il faut, moi aussi, que je comprenne que les gens avec qui, mettons, je travaille à Montréal, à Québec ou ailleurs,
ben, qu'est-ce qu'ils ont en tête quand moi, je leur parle de la pandémie en Colombie? C'est quoi leur premier réflexe? Puis de ça, moi, je peux partir et dire « Ah, c'est intéressant, je vais aussi te parler de B. » Puis de faire un espèce de AB et de donner cette idée-là. Ça, c'était un des défis là, actuellement. Ah, c'est vraiment intéressant. Good job. OK, les gars, je pense qu'on se lance. On a besoin de la petite trame musicale. On parle des choses sérieuses. Let's go, la table des nerds. Bon, première question, là. Mettons que tu avais une gageure sur le résultat des votes. As-tu gagné ta gageure? J'étais ben trop chicken pour gager, honnêtement. J'aurais jamais voulu mettre une maudite scène là-dessus. En tout cas, si vous êtes à l'argent, tant mieux. Si vous avez voulu parier là-dessus, tant mieux. Moi, j'étais pas game. Là. J'étais vraiment pas game. Je me doutais que ça allait être vraiment très serré. C'était vraiment pas clair au début de la campagne non plus comment ça allait se passer. Puis les résultats nous ont montré que là, oui, l'écart se creuse avec tous les comptes, des votes par la poste. Mais mon Dieu, que la soirée électorale, c'était pas évident là, de comprendre qui allait gagner. Puis c'était serré dans des États que c'est surprenant que ça a été serré. Notamment, moi, j'étais au Texas. Là, ça n'a jamais, ou du moins, ça fait vraiment longtemps que ça a été aussi serré. Fait chapeau à la personne qui a réussi à mettre 5$ puis qui a fait peut-être 5000$ finalement, si son bet a réussi. Ben, c'est là que je m'en allais parce que tu viens de préciser que tu étais au Texas et ça a été surprenamment serré. As-tu senti que les républicains du Texas étaient exaspérés à la fin du mandat de Donald Trump ou au contraire, tu les sentais derrière lui? C'était quoi le pouls là-bas? Tu étais sur place, tu te promenais dans les rues. Tu sais, habituellement, moi, j'ai été plusieurs fois et plusieurs mois au Texas. C'est unanime. Tu sens que t'es... En tout cas, moi, je me sentais étranger à eux, là. Mais là, c'était quoi le pouls de la ville? C'était quoi, mettons, de Dallas, de Houston? C'est vraiment le cœur républicain. Là. Si vous vous demandez, le Parti républicain part de où? Il part du Texas. Puis, de là. Moi, ce que j'entendais sur Donald Trump, en moyenne, on va dire en général, les gens ne me parlaient pas beaucoup de Trump. Ils m'en parlaient parce que la campagne, c'était un référendum sur Trump. Ça, c'était inévitable. Les gens ne me parlaient pas des démocrates, ils ne me parlaient pas de Biden. En fait, les gens se plaignaient que les démocrates n'avaient pas vraiment de propositions spécifiques pour eux autres, d'ailleurs. Ça, c'est une des faiblesses du Parti démocrate dans cette campagne-là. Puis, plusieurs se demandaient si vraiment il y avait un choix à faire entre Biden et Trump. Là, quand tu es au Texas, bien ça prend une tournure différente. Parce que les gens sont foncièrement républicains. Là, je vais dire ça comme ça, puis on va revenir souvent à ça, mais pour le Texan, être républicain, ça veut dire des affaires très simples. C'est remettre de l'argent dans tes poches. C'est l'État n'a rien à voir dans ta cour. Puis, il y a toute la question de... En anglais, ils disent les 3G, là, mais c'est les armes, c'est Dieu. Puis c'est vraiment une liberté individuelle proche là, du libertarisme. Là. C'est vraiment, viens pas me dire quoi faire, quoi décider, à part sur le plan religieux, sur les questions d'avortement, parce que là, soudainement, c'est tout l'inverse. Parce que là, soudainement, l'État, faudrait donc bien qu'il décide puis qu'il mette des règles. Bon, c'est un autre enjeu qu'on pourrait se dire, mais au Texas, c'est vraiment ça. Fait que les gens, quand ils regardent Donald Trump, moi, il y en a qui m'ont dit, j'aime pas vraiment Trump. C'est pas tant Trump pour qui je vais voter. Moi, je veux juste voter pour le parti qui me permet de garder ce que j'ai. Puis au Texas, ça se passe dans l'État, mais ça se passe, ils veulent aussi que ça se passe pour tout le monde, comme au niveau fédéral. Ben, au niveau de l'ensemble du pays. Puis ça, c'est revenu beaucoup plus souvent que de me parler de Trump. Même pour ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, qui ont voté contre Trump, là, oui, ils m'ont parlé de Trump. Là, ils trouvaient que ça dépassait les bornes, que ses commentaires n'avaient pas leur place. Je pense notamment à des fans de banlieue. Beaucoup m'en ont parlé. Mais en même temps, on regarde finalement les votes. Puis Trump a encore réussi à avoir une majorité de femmes blanches de banlieue, par exemple. Fait qu'au final, du moins pour le Texas, c'était beaucoup ça, ce que le parti lui-même peut représenter, ce que ses politiques peuvent amener. Puis honnêtement, il y en a plein qui s'en sacraient vraiment beaucoup de qui était la tête de ce parti-là. Puis ils misaient vraiment juste sur les politiciens. Puis aussi, parce que ça, c'est vrai que pour nous autres, le Canadiens, on l'oublie souvent, mais ils votent pour 30, 40, 50 choses. Là, des fois. Oui. Vous avez vu sûrement passer un paquet de référendums dans plein d'États. Au Texas, il y a des endroits où on votait 30, 40 fois. Ça prend 25 minutes de voter. Puis cette année, au Texas, il n'y avait plus le straight ticket. Le straight ticket, grosso modo, là, c'est
tu pouvais voter tout démocrate ou tout républicain d'un seul coup. Oh, OK. Oh. Dans le fond, tu ne regardais pas les candidats. Puis, tu sais, les candidats, là, tu votes pour le juge de la Cour municipale, pour le juge de la Cour suprême de l'État, le shérif du coin, Hey, ça, Attorney c'est General. nuancé hein, comme réponse. Tout ça, toi, c'est réglé. Tous les niveaux, que ce soit les élections scolaires. Tu sais, au Québec, on trouvait que les élections scolaires, mettons, il n'y avait pas beaucoup de participation. Imagine aux États-Unis, tu vas voter aux élections scolaires, le shérif, le juge du coin, le représentant de l'État au Congrès national, le président, le machin. Hey, my God, ça devient long. Fait que les gens, Wow. honnêtement, ils ne se rendaient pas nécessairement tout en bas. Ils se sont posé la question pour la présidentielle, puis les plus avancés, là, ceux qui avaient vraiment des intérêts plus particuliers ou qui voulaient regarder au niveau local, parce que c'est vers là que je voulais m'en aller. L'autre élément des républicains, c'est aussi qu'ils regardent l'État. Puis les partis républicains, souvent, la présidentielle, c'est intéressant, mais c'est comme pas là leur gros enjeu. Ils regardent les élections locales, ils regardent les votes locaux. C'est important, cet élément-là de communauté. Même s'il y a cet individualisme-là, en fait, c'est de dire, c'est moi qui choisis ma communauté, puis je la forme comme moi j'ai envie. Fait que ça revient toujours à l'électeur lui-même, en fait. Puis, Et, vas-y, Mathieu. tu sais, tu parlais que le Parti républicain, c'était plus, pour ces gens-là, c'était plus qu'un parti, mais c'est aussi une histoire de valeur, tu sais, dans le fond. Puis on voit qu'on l'a vu, là, la map là, électorale, le rouge est vraiment très, tu sais, c'est rural. On voit que républicain égale souvent rural, tu sais, puis pourquoi, d'après toi, c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'à New York, mettons, on ne se rejoint pas tant que ça dans cette espèce de mode de pensée-là? Ben, il y a plein d'éléments, puis je pense que ça dépend des époques républicaines. Oui, parce qu'il y a eu des époques où le Sud était peut-être plus démocrate, je pense. Ben, il y a eu des moments où les démocrates ont déjà été élus dans les provinces du Sud, mais aussi où des républicains ont fait des meilleurs scores dans les grandes villes. Je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la tangente républicaine de Donald Trump est allée pas mal plus à droite. Est allée, tout ce qui est les conservateurs sociaux, là, la droite religieuse, on est allé vers ça. C'est un choix qui a été fait. Même le Tea Party de l'époque, là, tout ce qui était ultra-libertarien, là, vraiment, là, on s'est dirigé vers ça. Fait que pourquoi ça a pris dans certaines régions rurales par rapport aux grands centres, par exemple? Bien, il y a plusieurs degrés. Puis c'est ça qui est difficile à interpréter parce que dans chaque région, ça va être différent. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, présentement, c'est super serré. Ça s'est gagné, finalement, après plusieurs jours de pas de recomptage, mais de comptage. Puis l'exemple de la Pennsylvanie, ce qu'elle nous montre, c'est que ce n'est pas juste une question de ville puis de rural, c'est une question de classe sociale. C'est une question de qui sont les travailleurs. Qui sont les... Philadelphie versus Pittsburgh, mettons. Exactement. C'est le meilleur exemple. C'est le Québec-Montréal, je trouve, de la Pennsylvanie. Oui, puis même les différences entre Saguenay et Québec, puis à Rimouski, c'est différent, puis à Rouen, on ne verra pas les choses de la même façon. La Beauce, s'il vous plaît, la Beauce. La Beauce, merci, merci. Je pouvais pas te l'imposer, il fallait que ça vienne de toi quand même. On n'oubliera pas l'Outaouais, on va tous les nommer, là, finalement. Oui. Nomme Repentigny, là, les gars vont se sentir concernés aussi. On revient toujours à Repentigny. Voilà! Repentigny, check, nommé dans cet épisode-là aussi. Et on va nommer Knowlton dans les cantons de l'Est, tiens, pour... c'est fait. pour leur faire plaisir. Voilà. Alors, il y a plusieurs niveaux de ça. Fait qu'il y a cette division-là, typique ville versus ruralité, campagne. C'est aussi une question juste de masse de gens, de diversité dans les villes, de classe sociale. Il y a des enjeux de valeur, il y a des enjeux religieux, il y a des enjeux d'emploi. C'est sûr que quand on est fermier, par exemple, on l'a vu au Canada, on n'a pas nécessairement les mêmes regards sur la politique qu'on a quand on est en ville à Rosemont, puis qu'on a tout à pied. Là. Ouais. C'est sûr et certain que ça ne peut pas être les mêmes enjeux. Puis le Parti républicain a choisi d'aller vers cet électorat-là parce que c'est là où ils font leur bon score habituellement. Fait qu'on est allé justement du côté des travailleurs, on est allé appuyer ces fermiers-là, ceux qui travaillent fort, ceux qui sont en fait le cœur de ce rêve américain-là du self-made man. C'est vraiment ça. Fait que si tu es un fermier de l'Arkansas ou si tu es un éleveur de bovins, puis tu as travaillé, tu as trimé dur, tu as travaillé fort, l'État n'a pas à venir piger dans ta poche l'argent que tu as trimé dur pour avoir. D'où là, le fait qu'au Texas, il n'y a pratiquement pas d'impôts. Au Texas, c'est assez drôle parce que présentement... C'est absurde, ouais.
Il y a de plus en plus de business qui viennent au Texas parce qu'il n'y a presque pas d'impôts. Il y a de plus en plus de monde qui viennent d'autres États au Texas parce qu'il n'y a presque pas d'impôts. Puis là, les gens, ils commencent à se dire « Wow, attends un peu, là, mon État va devenir bleu. Là. Ça va finir par devenir démocrate parce que c'est les villes qui grossissent puis c'est pas vraiment justement les campagnes, disons. » Fait il y a cet élément-là à prendre en compte sur vraiment les classes sociales et les notions de travailleurs. Parce que ceux qui sont plus riches, qui ont plus d'argent, qu'ils soient à la campagne ou pas, s'ils se sont payés un grand terrain, certains vont avoir des regards différents. L'autre élément, puis dans le cas de Trump, c'est là-dessus qu'il a joué beaucoup, puis on va y revenir avec le Texas parce que ça va nous faire parler de certains électorats qu'il y avait au Texas, mais partout aux États-Unis, notamment la communauté latino-américaine. Il va falloir qu'on parle, puis que je vous dis tout de suite, on ne peut pas parler d'un seul bloc. Ça, c'est comme l'erreur classique qu'on fait là, de mettre un grand bloc. Ça existe comme pas vraiment le vote latino-américain, finalement. C'est le côté de cette droite religieuse-là. On est allé viser vers ça. Aux États-Unis, dans le Sud notamment, mais même partout aux États-Unis, même Joe Biden dit « God bless America », puis la notion religieuse est importante. Puis pour plusieurs communautés, ça vient avec un paquet de valeurs. Ça vient avec une vision du monde, ça vient avec certains choix qui sont faits au moment de voter. Puis ça vient influencer les élections. Puis ça vient changer aussi cette dualité-là entre ville et campagne, parce que là, on vient un peu brouiller les cartes en mettant des gens qui ont des regards, disons, religieux semblables ensemble, et puis d'autres qui sont moins, par exemple, puis qui vont parfois se tourner vers les démocrates, par exemple. On a entendu ici des gens dire que les républicains allaient voter pour Biden. J'avais la chance d'être sur un plateau, justement, il y a une couple de jours, où il y avait une spécialiste en politique américaine qui disait que sur le terrain, elle entendait des républicains dire qu'à contre-cœur, ils allaient voter parce qu'ils voulaient absolument chasser Trump de leur parti. Puis on le sait qu'il y a eu beaucoup de républicains qui ont eu honte de Trump. Penses-tu qu'il y a une reconstruction à faire de leur brand? C'est que... Ça va dépendre qui va être le prochain candidat, parce que là, il ne faut pas oublier que Donald Trump, pour le moment, a perdu. Là. Il va sûrement faire recomptage, puis on va s'assurer de tout ça. Là. Mais pour le moment, il aurait perdu les élections. Ça voudrait dire qu'il va pouvoir se présenter dans 4 ans. C'est 2 mandats maximum, mais tant qu'il n'a pas fait son deuxième mandat, il peut se présenter pendant... C'est 150 ans parce qu'il ne se rendra pas là, mais il peut être là dans 4 ans. Fait que ça va dépendre vraiment s'il décide de rester ou non. Puis ça va dépendre si le parti pense que leur meilleure chance de gagner, c'est en restant dans cet angle-là. Puis il faut regarder quand même les chiffres. Puis oui, là, il y a un écart qui se creuse entre républicains et démocrates. Joe Biden va avoir beaucoup plus de votes qu'il n'y en a probablement jamais eu du côté démocrate. Mais les républicains aussi ont fait des très gros scores. Des beaux scores, oui, vraiment. Et c'est pas une dégelée là, du tout. Là. C'est des scores assez, on va dire, normal pour des élections présidentielles. C'est même très, très, très serré. C'est moins d'1% de pourcentage dans bien des places, bien des États, dans des États rouges, mais dans des États habituellement bleus. On s'est parlé de la Pennsylvanie qui est devenue un État pivot. Ça aussi, ça parle. Ça veut dire qu'il y a quand même une manne de gens, on va dire qu'ils ont voté pour Trump, mais ils ont peut-être voté aussi pour le Parti républicain. Puis ce que tu disais, c'est vrai, moi j'en ai rencontré des républicains. Il y a même un républicain, un lifelong Republican à Houston, il s'est payé un billboard complet, lui. Lui, il a décidé, il mettait son argent, il a dit Republican for Biden. Il faisait de la pub, il ne cachait pas. Écoute, il s'est gâté, là, il a essayé de passer son message. Vous avez sûrement entendu parler du Lincoln Project, qui sont en fait des anciens spécialistes de com républicains qui ont juste fait « Hey, pour vrai, non, on ne peut pas permettre à Trump de gagner. Fait que nous autres, on va faire exactement ce qu'on faisait pour planter les démocrates. On va le faire sur Donald Trump. » Sur Donald Trump, oui. Puis si vous cherchez The Lincoln Project, il y a plein de reportages. CBC en a fait un dernièrement en anglais pour ceux qui comprennent bien l'anglais. C'est assez impressionnant de voir les tactiques qu'ils font. Puis les gens qui sont là, c'est vraiment des anciens haut placés républicains. Puis quand ils me demandent justement qu'est-ce qui va se passer après, eux espèrent, comme bien des républicains qui ont voté pour Biden cette fois-ci. Moi, une femme, Monica, que j'ai rencontrée dans le nord de Dallas, tu me parlais de Dallas tantôt, Jonathan, elle me disait « Moi, je m'ennuie des républicains que j'ai connus des années 80, 90, 2000. » Il faisait référence à Reagan beaucoup, mais beaucoup au Bush. Bush père, Bush fils. Puis grosso modo, ce qu'elle disait, c'était
tu pouvais être en désaccord avec les politiques d'un parti ou de l'autre, mais tu pouvais en jaser. Puis là, on ne peut plus en jaser. On ne peut plus, pas parce que c'est pas possible, c'est censuré, tout ça, c'est juste parce que les décisions sont tellement divisées. Le pays c'est tellement noir ou blanc, c'est tellement comme clair que tu es soit vraiment pour, vraiment contre, qu'il n'y a pas lieu à discussion. Puis elle, c'est ça qu'elle se plaignait parce que pour elle, le Parti républicain, c'était pas ça. Le Parti républicain, c'était le parti du rêve américain, accessible pour tous, qui intégrait les nouveaux arrivants, qui voulait utiliser la diversité justement pour permettre qu'économiquement et socialement, tout le monde puisse comme prospérer ensemble. Bon, ça partait toujours de l'individu lui-même, ce n'est pas une vision comme commune, globale. Sociale, mais il y avait ça. Puis pour elle, dans les airs de Bush père, Bush fils, il y avait encore de ça. Même si après le 11 septembre, ça a été beaucoup plus difficile pour la communauté musulmane, puis n'importe quelle personne arabophone aux États-Unis va vous dire qu'il y en a mauditement des affaires qui ont changé depuis 2001. Ça reste que pour l'électorat républicain, puis quand même pour une certaine partie des États-Unis, il y avait une discussion à ce moment-là entre démocrates et républicaines. Puis ça, c'est ça qui a beaucoup changé présentement. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui ont viré le dos à Donald Trump. Puis eux, ils espéraient vraiment que le parti, après ça, fasse du ménage. Mais là, est-ce que ça va arriver? Pour le moment, Trump, au moment où on se parle, là, il est 19h50 mercredi. Trump n'a pas concédé encore la victoire. Je ne veux pas vendre un punch de diffusion d'horaire. Vous me couperez au pire. Non. Je vais leur prendre. Non, c'est correct, on assume. Je regarde l'heure, là, il est proche de l'heure qu'on diffuse ça. Trump, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas concédé la victoire. Fait que, c'est pas réglé. Est-ce qu'il va vouloir rester? Peut-être. Peut-être que dans 4 ans, il va se représenter, ça se pourrait. Là, ça va être le parti, il va se questionner, il va y avoir des primaires, il va y avoir des gens qui vont se présenter, puis peut-être que ça va changer, mais ça, c'est tellement dans longtemps là, sur un point de vue politique. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'ici là que ça va être comme mon bet du début. Je ne mettrai pas beaucoup d'argent pour vous dire Trump va partir. Qu'est-ce que je ferai dans 4 ans, je ne sais vraiment pas. Ouais. Mathieu? Moi, j'ai entendu beaucoup dire là, dans les dernières semaines, les gens qui parlent de Joe Biden le décrivent comme le plus républicain des démocrates. Est-ce qu'un gars comme Biden, mettons, a des chances de séduire l'électorat du Texas, mettons, éventuellement? Est-ce que ça se pourrait? Est-ce que l'État... c'est une bonne question, ça. Ça a déjà été serré. Ben, c'est que c'est pas tant... Je pense pas que c'est le personnage de Biden qui a fait quoi que ce soit cette fois-ci au Texas. Okay. Les gens qui ont voté démocrate, je suis pas certain que c'est pour ce type-là vraiment. Biden, par contre, là, historiquement, dans ces années justement au Congrès, tout ça, il a été reconnu pour être une espèce de trait d'union entre les deux partis. Ça a toujours été bien important pour lui de travailler avec les républicains et avec les démocrates. Fait, est-ce qu'il va être là pour l'électorat républicain? Là, oui, parce que comme président, il l'a dit, président des États-Unis, pas les États bleus, pas les États rouges, les États-Unis. C'est une phrase qu'on a déjà entendue, mais c'est ça sa ligne. Il va être le président de tous les Américains. Ce qui était un peu aussi le reproche que faisaient les démocrates à Donald Trump de ne pas être le président de tous les Américains. Je pense plus qu'il va travailler avec des élus républicains. Il a plus de chances de s'entendre avec eux pour tenter de faire passer des politiques. Peut-être parce qu'il comprend comment eux vont pouvoir le vendre à leur électorat républicain par la suite, comment ils vont pouvoir s'entendre. Mais est-ce que vraiment il plaisait aux électeurs démocrates à ce moment-ci? Je ne pense pas qu'il faut faire un lien direct parce que beaucoup, moi, me disaient qu'ils n'étaient pas très chauds à l'idée de voter pour Joe Biden. Il y avait plein d'autres candidats de la primaire que plusieurs trouvaient beaucoup plus intéressants. Pete Buttigieg a fait une belle montée. Même Kamala Harris, qui finalement sera vice-présidente, avait beaucoup plu. Il y avait tous ceux qui avaient voté et qui auraient voulu que Bernie Sanders soit de la partie. Je l'ai entendu, moi, beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens, notamment dans la communauté latino-américaine, me dire que leur choix, c'était Bernie Sanders. Là. Il y avait une campagne c'était Bernie. En fait, Bernie, l'oncle Bernie. Puis il y avait une grosse campagne pour comme le présenter comme l'oncle, le gentil mononcle blanc qui est bienveillant pour tout le monde. Là. Puis ça avait fonctionné. Mais qu'est-ce que c'est vraiment Biden? Du côté
des républicains, mettons. Tu sais, parce que, tu sais, Biden, tu le vois, il y a une dégaine de télé-évangéliste. Tu sais, on pourrait y croire. Peut-être que, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être le président chez les républicains qui leur fait peut-être un peu comme tourner leur veste tu sais, de bord. De faire comme, hey, ce gars-là me convainc Ouais. parce que il fait le bon trait d'union, justement. Est-ce qu'il va être assez Bernie talentueux comme trait Sanders, il a de l'air. Tu sais, quand tu vois les Américains qui parlent de Bernie Sanders, c'est comme ils ont peur du socialisme puis du Ouais, communisme. Absolument. Mais Biden. Absolument. Au Texas, c'était exactement ça. Il y avait des campagnes de publicité qui disaient que, dans le fond, grosso modo, là, le modèle de pub qu'il y avait des républicains contre les démocrates, c'était peu importe la position, c'était la personne X est en fait une socialiste communiste cachée. Aïe, aïe. Puis, Hey, c'est faut pas l'élire parce priceless. qu'elle a déjà choisi à un moment donné par exemple, au Texas, il parlait, comme il y a au Canada, des questions de taxe carbone. Puis c'est un État où il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup d'énergie. Fait que là, il disait, votez pas pour la représentante de l'État, du district, machin, parce qu'elle est financée par les démocrates qui sont des socialistes finis, puis demain matin, vous aurez plus une scène. Et là là. C'est que Ça, a c'était pas le de modèle. sens. Mais pour revenir à Biden lui-même, moi, les gens qui m'ont dit qu'ils allaient voter, qu'ils allaient virer leur chemise, là, pour utiliser l'expression, Ouais. je pense qu'ils viraient leur chemise d'abord contre Trump, OK. Et non pour Puis- l'autre. Ouais. non pour l'autre. Par contre, c'est vrai que c'était peut-être plus facile pour eux de voter ou de virer leur chemise en regardant le candidat, en se disant, ben non, j'y crois pas que Joe Biden, c'est un socialiste, là. Ça non. Là. Puis Joe Biden, il est là depuis une quarantaine d'années, puis ils ont vu ses positions sont connues. Là, en fait, c'est surtout plus, je pense, il va pas faire de surprise, là, Joe Biden. Puis, Ben, ça il y a- m'amène à ma prochaine question. Vas-y, excuse-moi. ben, il y a une madame qui a dit exactement, je pense, que ce qui est dans la tête de bien des Américains, démocrates ou républicains, une des madames qu'on a entendues, qu'on était là, a dit « Moi, là, j'ai juste envie de ne pas entendre parler de mon président à tous les jours. Et moi, là, quand je reviens de la job le soir, Ouais. comme envie de prendre ma bière, de Ouais, mettre mes ouais. pantoufles, puis de pas entendre parler de mon président à tous les jours. Ben là, avec Joe Biden, cette madame-là, elle l'a, là. Alors, Ce la paix un peu. président-là, on va pas l'entendre à tous les jours. Il n'y aura pas d'histoire à tous les jours. Les médias aussi je pense, ont une partie du blâme à prendre, c'est-à-dire à couvrir continuellement aussi Tous ces les réactions-là. tweets en majuscules, systématiquement, là. Puis en même temps, c'est difficile, parce que je suis dans la position des médias, tu sais, c'est difficile quand tu fais de la politique de faire. Ben, c'est le président des c'est le président des États-Unis là, qui est en train de tweeter. Là. Je Mais peux ça pas reste passer le à côté général. vraiment, là. Ben, ça reste le général C'est ses des mots à armées. lui, tu sais. Ben, c'est ça, puis ça reste le général de l'armée probablement la plus puissante du monde, qui ont des bases militaires dans genre 70 pays avec de l'arsenal nucléaire. Fait que ça reste, c'est ça, particulier, mais bon, la madame du Texas, ben, elle va être contente. On parlait de Biden il y a quelques minutes. De l'extérieur, il me donne l'impression que son mandat, ça va être plus du damage control qu'autre chose. J'ai l'impression que les 4 prochaines années qui s'en viennent, il dit lui-même, il veut parler à tous les Américains. Ma question est, c'est quoi, d'après toi, les plus grands mandats de Biden à court, moyen et long terme? Aïe, aïe, aïe. Je vais commencer par le court terme parce que je pense que c'est le plus évident. Ouais. À court terme, c'est la pandémie. C'est la ligne des démocrates, c'est l'angle des démocrates. Ils commencent déjà, là, ils viennent déjà de créer un comité COVID. Wow. Ils parlent de vérité, suivre la science. Puis c'est vraiment ça leur plus gros défi jusqu'à présent. Bon, Ils vont se lancer là-dedans. long jase. Ils n'ont pas le choix. Les chiffres aux Ah, États-Unis, oui. Ils sont atroces. ils sont jamais descendus. Là. Ils sont dans une perpétuelle Eh là là. première vague. Et comme je le disais, dans chaque État, c'est tellement différent que là, ça donne l'impression que Joe Biden, la présidence, va tenter, la Maison-Blanche va tenter de resserrer un peu plus la vis. On risque d'écouter plus Dr. Fauci. On veut vraiment passer à autre chose. Puis là, l'approche, elle va simplement être différente. C'est-à-dire, au lieu de, disons, économiquement ouvrir plus rapidement, peut-être que les démocrates vont avoir plus tendance à vouloir refermer pour s'assurer qu'on descende les chiffres pour pouvoir mieux réouvrir après. Ça c'est comme une position qu'ils ont présentement, qu'ils discutent, et en même temps, ils vont toujours se baser sur la science. Je pense que ça va être beaucoup ça qu'on va réentendre. À court terme aussi, il y a recréer de la confiance. Pas juste des ponts, là, vraiment de la confiance des Américains envers leur pays, leur système, puis la politique en général. Puis Ouais. ça,
ça va être un enjeu pour les démocrates avec des républicains. Puis je pense là, notamment aux pro-Trump qui présentement pensent encore que l'élection a peut-être été volée dans certains États, ou du moins que c'est surprenant que finalement il y ait autant de chiffres. Mais c'est pas gagné du côté démocrate. Moi, j'étais à Houston, dans le quartier d'enfance de George Floyd. J'étais là le jour qu'il aurait été son 47e anniversaire. Ils ont fait une grosse murale avec sa face. Ses frères, sa famille sont sortis. Puis ce qu'il disait aux gens, c'est d'aller voter, mais pas juste d'aller voter, voter pour la bonne personne. Et ça, ce que ça sous-entendait, puis je l'ai entendu, parce que des histoires comme George Floyd, là, il y en a malheureusement des centaines là, aux États-Unis, partout. Puis juste à Houston, quand moi j'étais là, il y a un gars de 35 ans, Joshua Johnson, qui avait été tué par un policier un mois auparavant dans le sud de Houston. Là, il y avait des amis de la famille qui étaient là justement dans les rues, qui donnaient des pamphlets. Puis eux, ce qu'ils disaient, c'est pas de justice, pas de réélection. C'est pas plus compliqué que ça. Puis eux autres, ils étaient rendus à un point où, honnêtement, que tu sois républicain ou démocrate, ça ne changeait pas grand-chose pour eux autres. Ça ne changeait pas grand-chose que tu lui dises que tu allais peut-être faire de quoi. Là, il était rendu au point où il faut qu'il fasse quelque chose. Puis ça, c'est avec un défi aussi pour Joe Biden présentement, notamment avec la communauté afro-américaine, parce que là, on a première femme afro-américaine, asiatique, première femme, point, vice-présidente. Puis il ne faut pas juste que ce soit une image. Puis si c'est juste une image, les démocrates, dans 4 ans, ne vont pas regagner les mêmes élections de la même manière. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu c'est veux là dire qu'on par peut revenir à la que question. Faut pas juste que ce soit une image, il faut qu'il y ait des actions en conséquence. Absolument. Faut qu'il y ait Si Kamala Harris devient juste une représentante physique. Poster girl, là. Le poster, on l'entend même au Québec. Si c'est que ça, les démocrates vont se tirer dans le pied. Puis en fait, c'est aussi un des gros enjeux de l'électorat démocrate. Puis c'est beaucoup ce que les Afro-Américains leur reprochent depuis des décennies. C'est que leur vote il est acquis dans la tête de cette espèce d'intelligentsia démocrate. Parce qu'ils se disent jamais qu'ils vont voter pour les républicains, jamais qu'ils vont voter pour Donald Trump. Puis dans ce cas-ci, les chiffres leur donnent quand même raison, mais c'est pas vrai que les gens n'attendent pas des résultats. Puis je pense que ce serait une immense erreur pour les démocrates de continuer dans la lignée de ce qu'ils ont fait auparavant. Je lisais dans les publications que vous aviez fait sur Projet 1212, toi et Andréane, qu'un des aspects vraiment majeurs de cet État-là, justement, c'était le racisme et qu'on le voyait partout. On dirait que l'image que je lisais de ça, on dirait que mon interprétation, c'était qu'il y avait du graffiti par rapport à ça, que c'était vraiment affiché dans les murs. Comment vous perceviez ça, vous? C'était vraiment tangible dans le discours des gens ou c'était plus que ça? Bien, c'est que depuis, qu'on a entendu un peu partout aux États-Unis, depuis l'élection de Trump, ça s'est un peu libéré. C'est-à-dire, cette parole-là s'est libérée. Les gens n'hésitaient plus pour dire ces commentaires-là. Moi, j'ai rencontré des Mexicains américains, en fait, là, qui ont la double nationalité, qui avaient quitté le Texas parce qu'ils n'en pouvaient plus. Puis aussi, ce qui est particulier des États-Unis, pour tous ceux qui sont allés, on se rend compte que le racisme, on le voit ne serait-ce que parce qu'il est systémique. Il est dans les quartiers. Il y a des quartiers pauvres qui sont uniquement afro-américains, des quartiers qui, pendant longtemps, on a eu le redlining où on ne pouvait pas leur fournir de financement. Ils ne pouvaient même pas essayer de s'acheter une maison parce qu'on trouvait que c'était des quartiers à risque, fait qu'on n'allait pas investir là-dedans. Je pense au développement à Houston, par exemple, le développement des banlieues. Mais ce qui est en train de changer dans les banlieues, c'est parce que justement, la classe moyenne au Texas, elle n'est pas blanche. Elle est latino-américaine, elle est afro-américaine. C'est eux le cœur du Texas de plus en plus. Cette espèce de banlieue blanche-là, typique, c'est les années 50-60. Là. Ce temps-là, il est fini. Là. Il y a ce processus-là de changement. Puis pourquoi on entend beaucoup parler de ça, puis nous, on ne l'a pas vu physiquement, mais on entendait beaucoup parler. Bien, c'est ça, c'est que dans ce mélange-là, dans cette transformation-là, particulièrement au Texas, d'un État qui était rouge. Là. Rouge foncé. Rouge foncé. Puis là, je pense aussi à la Georgie, puis je pense au Mississippi, puis je pense à ce sud-là. Bien, il y a ce fond-là, justement, beaucoup plus raciste. Puis les communautés, en fait,
elles se sont fatiguées, puis elles revendiquent ce qu'elles ont tout à fait le droit. En fait, c'est leur droit, tout simplement. Puis, on est arrivé justement à un moment où cette diversité-là, elle s'englobe dans les grands centres, dans les grandes villes. Puis, on parlait de la différence entre les villes puis la campagne au Texas. Ouais. C'est ça qui est en train de se passer. Si vous regardez la carte électorale du résultat de l'élection de 2020, vous allez vous rendre compte que les centres de chacune des grandes villes sont bleus. El Paso, Houston, Austin, Dallas, et que les banlieues autour sont devenues soit bleu pâle, soit rouge très pâle. Moi, j'étais à Fort Worth le soir des élections. On est dans la grande région métropolitaine de Dallas puis Fort Worth. Fort Worth, c'est à peu près 1000 votes, je pense, que j'ai regardé, que les démocrates ont gagné. Par 1000 votes dans ce comté-là. Incroyable. Ils n'ont pas gagné au niveau de l'État. Mais les banlieues sont en train de faire cette modification-là. Puis ce qu'on me disait, c'est que autant les démocrates que les républicains, ils voient le Texas comme un État mauve présentement. C'était pas nécessairement de dire que ça allait devenir démocrate cette année. Ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement dans 4 ans. Mais pour plusieurs spécialistes, puis même pour les Il y a républicains... une tangente. Il y a une tangente qui va arriver, ne serait-ce que parce qu'il y a un gros boom économique, puis ça attire les villes, deviennent de plus en plus grosses, puis ça attire beaucoup le Texas, et ça pourrait changer démographiquement. Ça ne veut pas dire que ça va devenir démocrate 100%. Je repense encore au vote latino-américain, qui n'est pas un bloc monolithique, puis ce qu'on dit au Texas, c'est que 41%. L'an prochain, ça va être cet électorat-là latino-américain. Mais quand on regarde les résultats de 2020, on se rend compte qu'ils n'ont pas tous voté démocrate. Puis même que les démocrates ont fait des pertes dans des comtés qui leur étaient historiquement déjà acquis, beaucoup le long de la frontière avec le Mexique. Puis pour bien des gens de l'extérieur, ils diraient, voyons, Trump a tellement poussé à la limite la question du mur, puis ses commentaires par rapport aux Mexicains, ça va changer quelque chose? Ben non, parce que pour ces gens-là, au quotidien, du racisme, là, ils en vivent tous les jours. Que ce soit le président des États-Unis, que ce soit le gars qui vient chercher les poubelles, que ce soit le livreur Amazon, eux, ils veulent le rêve américain, ils veulent pouvoir se l'offrir, puis certains, parce qu'il faut être capable de le diviser, ils se disent « ça ne changera rien que ce soit Joe Biden en haut au quotidien, je vais encore voir des trucs racistes. » Au moins, je vais avoir plus d'argent dans mes poches, je vais pouvoir envoyer mes enfants dans des bonnes écoles, je vais pouvoir avoir une plus grosse maison, je vais être mieux, puis je vais juste au pire me retirer dans une banlieue puis essayer de moins en voir. Ça fait partie de ça aussi. Tu disais qu'il est systémique, le racisme, au Texas. Et écoute, j'ai vécu une anecdote que je pourrais raconter à des gens et ils me diraient « tu exagères ». Et je peux te jurer mot pour mot que je suis persuadé que tu vas me croire, Xavier, parce que tu as été là-bas. C'est plus gros que nature. J'ai été, moi, à un moment donné, pendant 1 mois, avec une amie qui était en échange d'étudiants, chez un ex-militaire qui nous accueillait chez eux en banlieue de Dallas. Et à ma 2e soirée, on est dans un pick-up avec un ancien militaire. T'sais, déjà là, c'est comme... Et on roule et se cherche un restaurant. Et on a passé devant un Taco Bell. Puis j'ai juste dit, « Hey, on pourrait arrêter au Taco Bell. » Puis il me dit qu'il mangeait pas de la marde de Mexicain. Il dit, je veux pas être vu en train de manger du Taco Bell parce que c'est du fast-food de Mexicain. Fait que ça, tu dis ça ici, les gens vont faire, non, ça se peut pas. Tu fais, là-bas, c'est le quotidien. Non, ça passe pas. Non, ici, là-bas, je te le jure. Écoute, je te parle de ça fait 10-12 ans de ça. Et quand j'y suis retourné à Houston, à un moment donné, avec mon ex, on réalisait que c'était flagrant de voir mettons, les métiers, que ce soit à l'aéroport, que ce soit les chauffeurs de taxi, que ce soit... C'est que des Latino-Américains qui sont à la station-service, qui vont remplir. Tu vois, ce gap-là est beaucoup plus gros que chez nous. Et que c'est vraiment les Latino-Américains qui sont au service des Blancs. C'est aussi radical que ça, je trouve, là-bas, là, de ce que moi j'ai vu. Je trouvais que tous les petits emplois dans les dépanneurs, c'était toujours des Latinos. Et que c'était que des Blancs qui avaient l'air d'avoir les grosses jobs. Moi, c'est le feeling que j'ai du Texas pour y avoir été quelques fois pendant un bout de temps et entendre des anciens militaires dans un bar. Je suis assis, j'ai ma bière, je les écoute parler, puis je suis comme, Chris, je peux même pas raconter ça à mes amis tellement que c'est gros et raciste ce qu'ils font et disent. Puis je sais pas où je voulais aller avec ça. Puis là, mais c'est quoi, là, tu t'es pas levé pour dire...
Ah C'est non. inacceptable! Non, 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 non. Non, non. Port d'armes Ah. ouvertement. Hein, au Texas. Oui, Ouais, oui, hein? oui, 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 oui. Hey, mais ça Ah que- oui, c'est là que je m'en allais. Excuse-moi, Suzy. Je viens de me rappeler T'as- pourquoi est-ce que je faisais toute cette Ok. parenthèse-là. C'était tout ça pour dire, est-ce que tu crois que le Texas, qui a toujours été un petit peu différent des autres États, est un peu comme la Californie, tu sais, éventuellement va être appelée à être indépendante? Moi, j'ai eu l'impression que j'étais dans un autre pays quand j'étais au Texas qu'aux États-Unis. Je pense pas que c'est dans la mentalité des Américains. Je pense que justement, il y a tellement de pouvoir dans les États que c'est déjà un peu ça. Puis Ouais. c'est bien niaiseux, là, mais ça s'appelle toujours bien les États-Unis. C'est un ramassis d'États qui se sont unis pour se protéger ensemble. Mais je pense que c'est ça qu'on réalise moins parce qu'on fait le comparatif Ouais. avec les provinces au Canada. Puis oui, chaque province a des pouvoirs qui sont délégués, mais c'est pas du tout la même chose. Là. Juste en termes de population, au Texas, il y a à peu près autant de monde qu'il y en a au Canada. Là. Je veux dire, déjà ça vous donne une idée majeure. Puis c'est en changement. Il y a des modifications qui vont arriver. Tu as donné un exemple dans la vie quotidienne. J'en ai donné un sur le développement, par exemple, des villes. À Houston, c'est flagrant. Le maire, c'est ce qui essaie justement de pallier à ça. Puis souvent, quand vous entendez, je sais qu'il y a une espèce de podcast qui est sorti dernièrement avec Barack Obama, LeBron James, et j'oublie la troisième personne qui est avec. Puis ce qui Des petites explique, en fait, pointures. oui, des petites pointures, là, des petits balados, au même niveau que le vôtre, en fait. Oui, oui. Oui, c'est pareil, ça. Merci. pareil. Merci. Merci. Je voulais pas le dire. Merci. Ouais, je pense que c'est les mêmes budgets également. Là. Ta En tout cas, eux participation autres font ça dans un confirme. barbershop aussi. Là. Mais ce que Barack Obama raconte, président Barack Obama, c'est que c'est vraiment ça. Les Afro-Américains, de par justement ce racisme systémique-là, sont partis pendant des décennies avec 3, 4, 5, 10 pas selon les points de vue, en arrière des Blancs. On a parlé des banlieues, mais c'est comme ça depuis des années. Puis dans le Sud, ça prend une connotation encore plus forte. Là. On ne reviendra pas particulièrement aux enjeux de la sécession, mais ça, c'est en train de changer. Ça, c'est en train de bouger. Il y a cette reconnaissance-là, mais ça va prendre justement, comme je disais, des changements. Et tout ce qui s'est passé avec le meurtre de George Floyd, ça a juste mis en lumière, puis ça a tout simplement dégoûté beaucoup de gens, peu importe d'où ils venaient, peu importe leur allégeance, leur vision politique, leur questionnement. Puis c'est ça le défi présentement. Au Texas, là, c'est un des États où il y a le plus de suppression de vote. Aux États-Unis, on parle que voter dans une démocratie, c'est facile. Pourtant, le Texas, c'est un des États où c'est le plus compliqué à aller voter. Il faut que vous vous inscriviez par vous-même. Vous n'êtes pas automatiquement mis sur la liste. Il faut que vous puissiez démontrer que vous pouviez aller voter. Cette année, au Texas, c'était pas possible de voter par la poste en raison de la pandémie. La COVID-19, c'était pas une raison valable pour voter par la poste. Au Texas. Wow, OK. C'est qu'ils sont malades. Ils sont Mais parfaits. quelqu'un qui est le moindrement pas trop éduqué, il vote juste pas finalement. Là. Il pourra pas le faire. Il vote pas peut-être parce que justement, il ne sait pas. Ouf. Il n'est pas peut-être en mesure de tout comprendre. Puis l'autre élément, c'est qu'il n'est peut-être même pas en mesure de se rendre. Puis cette année, un des problèmes, c'est que oui, avec la pandémie, il y a eu des centres, il y a eu beaucoup plus de centres de vote, mais il était beaucoup plus loin. Puis notamment dans le quartier de Third Ward de George Floyd, il y a des organismes qui sont mis à ramener les gens pour pouvoir aller voter parce que les gens n'ont pas nécessairement de voiture. Puis si vous êtes déjà allé aux États-Unis, puis si vous êtes déjà allé au Texas, oubliez ça. Essayez de vous promener autrement qu'en char. C'est compliqué à souhait. À moins que vous alliez spécifiquement dans le centre-ville puis vous retourniez en même place, c'est pas possible. Fait que ça peut prendre des dizaines, des centaines de mètres se rendre à tel endroit. Le bureau de vote, ça peut te prendre jusqu'à 2 heures te rendre, tu fais la file, t'attends. Dans des États, on a vu des files de 11 heures d'attente. Puis là, tu arrives, puis tu n'es peut-être pas sur la liste. Là, tu te dis, pourquoi je ne suis pas sur la liste? Puis là, ça dépend des États. Il y a des États, par exemple, où si, par exemple, tu as un casier judiciaire, tu ne pourras pas voter. Ou si tu as, par exemple, une amende non payée, il faut que tu payes ton amende. Dans le fond, il faut que tu regagnes ton droit de vote. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? C'est les gens qui ont moins d'argent qui ne peuvent pas payer, mettons, une amende de stationnement. Fait que là, ils en ont cumulé. Fait que là, ils essaient de payer. Puis là, arrive l'élection, là, ils sont à, je sais pas, ils doivent 2000$. Mais ils ne peuvent pas, demain matin, prendre 2000$ puis le trouver. Fait qu'ils n'iront pas voter. Mais là, si tu n'as pas voté de même pendant des années, tu vas-tu aussi croire que la politique, ça peut changer quelque chose?
Ben non, C'était vraiment l'autre enjeu. Wow. Hey, c'est... Fait que ça peut aller loin, ça peut vraiment aller loin. Puis autant, tu sais, c'est facile de l'extérieur d'arriver et de dire ah ben là, il faut aller voter, il devrait aller voter. Ben, il y a vraiment plusieurs enjeux à prendre là-dessus. Il y a cette Je savais question-là de vraiment juste pas ça. l'éducation, les possibilités d'aller voter. Puis deux, de croire que ça peut vraiment changer. Puis j'ai pas de misère à croire que pour plusieurs Afro-Américains, ils regardent le bulletin de vote puis ils se disent ouais. J'ai pas d'espoir va-tu là-dessus. vraiment? Ouais, c'est ça. Il va-tu vraiment se passer quelque chose? J'ai pas de misère à croire qu'il y en a qui se pincent le nez en votant ou qui se disent je vais pas y aller parce que pour vrai, Mais au quotidien, moi, je te ça va rien confirme. changer. Je te confirme que je n'irai pas voter. Tu sais, attendre 11 heures, fuck off. Je n'irai pas voter. Puis je suis sûr que je suis pas tout seul là-dedans. Ah, t'es pas tout seul. Tu perds T'sais, une journée d'ouvrage, C'est ça. Tout ça, le fait que ça te donne vraiment beaucoup de bonnes raisons de pas le faire. Ça te dédouane complètement, en fait. Mais ça, c'est aussi si tu as le droit d'aller tout simplement sur une journée d'ouvrage. Parce que tu disais, Ouais. là, Suzy, ben, je perds une journée d'ouvrage. Attends un peu, là. Tu perds une journée d'ouvrage si ton employeur te donne le droit d'y aller. Mm-hmm. Ouf. Aux États-Unis, c'est pas comme au Canada. Là. Il n'y a pas de bloc où ton employeur devrait pouvoir te laisser un bloc horaire pour pouvoir aller voter. Là. En tout cas, au Texas, ça n'existe pas tout à fait. Là. C'est pas, du moins, c'est pas ancré de cette manière-là. Fait que c'est un deuxième enjeu. Si ta classe sociale, justement, on en a parlé, est dans certaines communautés, si les classes moyennes puis les classes, le bas de l'échelle, c'est justement les mêmes communautés parce que historiquement puis systémique, ils ne peuvent pas s'en sortir parce que cette idée-là d'avoir des chances égales, c'est quasiment plus une belle phrase que ça arrive dans leur quotidien parce que le financement de leur école est basé sur l'argent qui est envoyé dans ces écoles-là, sur les résultats scolaires, sur le quartier. Est-ce qu'ils vont vraiment être capables cette journée-là de dire oui, je vais aller voter? Ce qui est beau de cette année, du moins, moi, j'en ai vu des gens faire sais-tu quoi? Non, c'est trop important. Puis pourquoi c'est trop important? Mes ancêtres se sont battus toute leur vie pour sortir de l'esclavage, être capable d'avoir le droit de vote. Puis le droit de vote, on l'a gagné, puis on ne l'a pas gagné complètement. On l'a gagné, là, vraiment, à la sueur de son front, là, c'est ça. À la dure, c'est faible. Ouais. On ne va pas dire autre chose, mais à la dure. Et pour plusieurs, tu disais, après 11 heures, ils ne vont pas voter. Ceux qui sont allés à voter pendant des heures, c'était juste un message plus grand que pour eux. C'était vraiment dire, il faut que j'y aille. Je ne peux pas y aller, puis pas espérer que ça change, même si force est d'admettre que plus souvent qu'autrement pour des communautés, justement, qui sont coincées dans ce système-là, qui les avantage pas du tout, il n'y a pas beaucoup de changements à court terme. Et ce qui a changé dans cette présidentielle-ci, ce que moi j'ai vu au Texas, mais ce qu'on a vu ailleurs, c'est peut-être justement un regain d'espoir, ou du moins, on a placé dans le personnage de Donald Trump, on a trouvé que c'était vraiment le mot, le problème, et que si on enlevait ce président-là, on allait pouvoir finalement peut-être reconstruire, recréer des ponts, faire avancer des choses, faire avancer des thématiques et ne serait-ce que tenter d'avoir un vivre ensemble cohérent un peu partout aux États-Unis, avec tous les défis que ça implique et avec cette incapacité à court terme d'avoir un vivre ensemble à 100%, qui est une cohésion, qui fonctionne bien, où tout le monde est content, tout le monde est heureux, bien évidemment. Là. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, il ne faut pas se mettre des lunettes roses non plus. Et Donald Trump, tu viens de le mentionner, est-ce que tu es capable de... Parce que nous, de l'extérieur, Donald Trump, on l'a toujours dépeint comme le misogyne, le raciste. On l'aime pas ben. Tu sais, au Canada, tu sais, puis je pense un peu partout, puis à bien des places, il est dépeint comme ça. Mais pour avoir autant de votes, avoir autant de soutien, veut pas, là. Je suis obligé de faire l'avocat du diable. Il a dû faire des bons coups à un moment donné, voter des beaux projets de loi. Économiquement, il a dû faire des trucs qui avaient de l'allure. Tu sais, il y en a qui me disaient, l'autre fois, je débattais avec des gens, ils me disaient c'est le seul président qui n'est pas parti en guerre. Tu sais. J'étais, OK, mais en même temps, c'est pas à défaut de ne pas avoir essayé avec la Corée, en tout cas. Tu sais. Je suis pas mal certain que s'il avait pu l'avoir, sa guerre de président, il l'aurait eu. Mais quel bon coup qu'on peut... Lui accorder. Qu'on peut lui accorder. Moi, ce que ses électeurs me disaient, c'est les questions économiques. C'est les déréglementations qu'il a apportées,
C'est le fait de tenter de ramener des emplois vers les États-Unis. Une position d'ailleurs que Joe Biden va probablement pas déroger, là. Il va lui aussi être dans le Buy America, puis du moins à court moyen terme, ça va être tout ça aussi. Mais moi, c'est ça que j'ai beaucoup entendu. Après ça, il y a un électorat, comme on s'est parlé, plus religieux, qui était très heureux de ses positions par rapport à l'avortement, qui était très heureux qu'à la Cour suprême, ils aient pu mettre finalement une nouvelle juge. Ils en ont mis plusieurs au cours du mandat de Donald Trump. Ça revient à ce fond-là très républicain. Cette idée-là de l'État n'a pas à venir jouer dans votre cour, dans votre maison, à vous dire quoi faire, à vous mettre des balises. Vous êtes capable de le faire vous-même. À la limite, vous allez le faire dans votre propre communauté. Moi, c'est beaucoup ça qu'on m'a parlé dans les plus fervents défenseurs républicains. Puis Trump, il me ramenait justement cette idée-là qu'on a juste dépeint les mauvais côtés de Donald Trump, comme tu disais, Jonathan, puis qu'on n'a pas regardé ses beaux côtés. Puis ce qu'on me disait, c'était souvent ça. Cette question-là économique, la question du Obamacare qui voulait partir, le Affordable Care Act sur les droits de santé, où ce qu'on n'aimait pas dans ça, en fait, c'est le fait qu'on allait obliger les Américains à avoir une assurance santé. Ce qui, pour des Canadiens, est un peu particulier parce que... C'est un privilège, là, pas à du nos tout yeux, de même, t'sais. là, nous, tout le monde, là. T'sais. Après ça, on peut parler des temps d'attente, puis de certaines régions par rapport à des grandes villes, puis tout ça, bien d'accord. Mais un des éléments des Républicains, une des failles pour eux de ces éléments-là, c'est même pas de dire « Ah, c'est intéressant que tous les Américains puissent avoir accès à justement un soin de santé qui fonctionne », c'est de dire « C'est pas à l'État de forcer un Américain à prendre une assurance. » À payer pour. Mais, à payer pour. Même mettons, si c'est moins cher. Bobby Joe, là, dans sa maison mobile du Texas, qui pèse 700 livres puis qui boit du Mountain Dew, il n'est pas content, lui, de se dire peut-être que le jour où tout ce bacon que j'ai mangé, l'État va pouvoir me soigner. Ben, je veux pas parler pour Joe qui finit son Mountain Dew, mais je pense que ce gars-là, peut-être, se dit qu'il a plus envie de boire 2 autres Mountain Dew. Puis que si, parce qu'il est obligé avec le Obamacare de payer, j'invente, là, 20, 30, 40 piastres par mois, 100 piastres par mois, 200 piastres par mois, ben c'est 200 piastres qu'il n'a pas dans ses poches. Ouais. C'est 200 piastres qu'il n'a pas dans ses poches pour mettre du gaz dans son char pour se rendre chez eux. Pour boire du Mountain Dew. Puis c'est juste que c'est drôle parce que ce que tu me dis, je l'ai entendu, cet exemple-là, précisément d'un couple de Québécois qui est à Houston, que vous avez peut-être vu passer dans les médias. Une dame qui s'appelle Julie Lesage, qui a beaucoup été interviewée, qui vit au Texas depuis une quinzaine d'années, 17 ans. Elle, grosso modo, son point, c'est qu'elle est très libertarienne, justement les libertés individuelles. C'est plus une conservatrice économique, on va dire. C'est vraiment plus ça. T'sais, elle, les positions sur l'avortement, elle n'est pas là-dedans. Elle trouve que Trump dépassait les bornes à certaines limites. Mais sur ces enjeux-là, ce qu'elle disait aussi, puis son mari était dans le système de santé, puis elle a quitté le Québec parce que son enfant, bien, sa fille la plus vieille était atteinte d'autisme, puis elle trouvait qu'elle n'avait pas les soins adéquats, fait qu'ils ont décidé d'aller se les payer, en fait, au Texas. Parce que c'est un bon point du Texas, le côté hôpitaux est renommé. C'est ça. Quand mon fils est tombé extrêmement malade, ça coûte. Mais si tu as des assurances, oui, mais tu sais, on dit ça coûte, mais lorsque tu as des assurances là-bas, ça va pallier, puis tu as une des meilleures médecines au monde. C'est comme moi, mon fils, quand il est tombé malade, on nous a proposé Houston, Jacksonville, puis tout le monde là-bas nous disait « Allô, Texas, vous allez avoir les meilleurs soins. » Nous, c'était l'État qui payait, c'était la RAMQ, tu sais, ouais. Mais on m'envoyait au Texas, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'ignorais du Texas. Ils se sont grillés de ce type de bons médecins, puis de fucking... Les gens vont là pour la médecine, ce que je ne savais pas. On vient aussi parce qu'il y a des enjeux de taxes. C'est des entreprises aux États-Unis, les hôpitaux. Ben oui, voilà. Ça. Ben oui. Il y a moins de taxes, il y a moins d'éléments, il y a plus d'incitatifs. Puis pour revenir à cette dame-là, ben, ce qu'elle disait, elle dit, parce qu'ils ont souvent, on lui a posé, moi j'ai posé la question, je pense qu'à peu près toutes les entrevues que je l'ai entendu faire, on lui a posé la question. Oui, mais vous venez du Québec. Vous l'avez vécu, là, le système universel où tout le monde a un accès à l'hôpital s'ils en ont besoin. Puis elle, l'impression de ce que ça donnait, c'est qu'il est comme un peu trop tard aux États-Unis pour implanter ça. Ou du moins, ce qu'elle dit, elle dit du jour au lendemain, on ne peut pas mettre ça parce que justement, Johnny Caravan Mountain Dew,
Ouais. Il n'est pas tout seul là, dans cet état-là. Puis elle, un de ses arguments, c'était de dire on ne peut pas mettre ça universel parce que ça va nous coûter ben trop cher. Pour les Johnny Montendo. Parce Pour que, des Johnny Montendo, Ben oui. en fait, parce que la société américaine, en termes de point de vue de Ça va santé, mal. puis ne serait-ce que par la quantité de personnes qu'il y a, tout simplement, là, il y a juste un enjeu purement mathématique de quantité et de proportion. Là. Il y a toujours bien 300 quelques millions d'Américains. Là. Juste pour ça, ça changeait la donne. Fait que pour elle, ça devenait un argument pour garder ça privé, pour que chacun individuellement puisse choisir ce qui lui est bon et nécessaire pour lui ou elle. Si Johnny Montendo préfère boire du Mountain Dew, ben tant mieux pour lui. Pour elle, c'est vraiment ça. C'est dire, c'est pas à moi de décider pour lui qu'il ne devrait pas... Ou à pas boire payer son pour verre lui. ou à payer... Payer pour lui. Pour c'est lui. ça. Puis ce que tu disais, Jonathan, aussi, c'est un autre exemple flagrant. Quand tu es assuré, puis l'assurance, ça passe beaucoup par ton emploi. Mhm. C'est pas nécessairement des assurances privées, c'est par l'emploi que tu as. Il y a différents types d'assurances aussi. C'est pas juste parce que tu as un emploi que tu as une meilleure assurance. Ouais, Il y a c'est des certains packages qui vendent là-bas. C'est ça. Puis il y a certains hôpitaux qui sont juste pour les high-end. Il y en a que tu vas avoir juste des moyens. Ok. Ça, on ne sait pas nous, mais grosso modo, quand tu es malade, tu as une série d'hôpitaux qui sont liés à ton assureur. Tu sais, ton assureur a dit ouais, tu n'iras pas au meilleur, toi. Toi, tu payes juste pour avoir la moyenne, mettons. Tu as le droit à ça. Ben, Johnny Montendo, là, mettons qu'il voudrait se faire traiter. Est-ce qu'il peut? C'est quoi son emploi à Johnny Montendo? Ouais, je comprends. Dans cet endroit-là. Sa caravane est stationnée dans quel quartier? Ouais. Comment ça se fait qu'il est dans une caravane? C'est-tu parce que c'est la seule affaire qu'il possède? Puis Ou c'est parce qu'il est plus capable de sortir de la caravane. C'est parce que arrive. sa santé ne le permet pas. Ouais. Puis on revient encore à ce que je vous exprimais tout à l'heure sur des enjeux de racisme systémique. Si tu n'as pas des bons emplois, tu n'as pas des bonnes assurances. Fait que qui a les bons emplois? Qui va se ramasser dans les bons quartiers? Qui va être proche de la bonne hôpital? Qui va pouvoir se permettre ça? On vient dans la Comment même... on s'en sort, c'est Ça ça? aussi, ça existe. C'est aux systémique États-Unis. tellement En puissant. Hein? Aux Texas également. Fait que le modèle privé a ses avantages, a ses défaillances, mais pour compléter ta question, Mathieu, pour Julie Lesage, puis pour des électeurs républicains, ben, c'est le fait que tu choisis, puis au final, c'est juste ça qui est important. Puis les bons coups de Donald Trump, ça a été de permettre aux gens de pouvoir plus choisir, puis de déréglementer des éléments qui permettaient que peut-être des moyennes ou des petites entreprises allaient pouvoir grossir leur entreprise, allaient pouvoir conserver un petit peu plus d'argent à la fin du mois pour pouvoir justement agrandir, puis employer quelqu'un de plus. Puis peut-être justement choisir de payer pour une assurance un petit peu meilleure, fait qu'offrir un meilleur soin éventuellement. Fait que C'est tu me vraiment permets-tu de vulgariser, mettons? Fait que si quelqu'un un jour me dit OK, mais qu'est-ce qu'il a fait de bon Donald Trump? Tu fais même si c'est pas quelqu'un pour qui je voterais, je suis Non, obligé mais- Non, mais tu sais, c'est qu'il faut comprendre Ouais, qu'un pays au ouais. complet, ils sont pas tous sans dessin. Tu comprends? Moi, j'aime pas ça que quand on générait une gang d'Américains caves. Attends une minute, là. C'est ce que nous, on nous dépeint de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des hommes d'affaires qui ont jugé bon que business-wise, puis que, tu sais, Donald Trump, donc, permet une plus grande liberté individuelle à certains Américains, ce qui leur plaît. Ça a le plu à son électorat, cette individualité-là. Ouais. Ben, il y aurait, je pense, 2-3 éléments, effectivement. L'aspect économique, qui n'a rien à voir avec ta classe sociale, parce que très riche, tu vas être avantagé, comme un petit chef d'entreprise voudrait peut-être espérer avoir de l'argent. Après ça, on peut éventuellement débattre de savoir est-ce que vraiment le petit chef d'entreprise profite spécifiquement de ces entreprises-là. Ça, c'est comme un autre débat. Mais bref, l'aspect économique. Il y a l'aspect quand même religieux qui est non négligeable dans ce cas-ci. Il y a un gros vote qui a été religieux. Puis, il y a quand même des gens qui aiment Trump pour ce qu'il dit et fait, qui se reconnaissent là-dedans ou qui, sans se reconnaître nécessairement dans ses commentaires déplacés, je pense notamment envers les femmes, se disent qu'effectivement, il y a quelque chose. En fait, il représente une colère. Il représente une colère, beaucoup de l'électorat blanc, travailleur, mais pas juste blanc, parce que la dernière élection l'a donné, puis il va falloir arrêter aussi de mettre les gens dans des cases, puis de mettre des gens selon, justement, leurs origines passées, parce qu'ils sont pas mal tous américains, là. Ils débarquent pas de nulle part, ils sont nés aux États-Unis, et il y a une colère. Et Donald Trump a eu
l'intelligence d'utiliser cette Oui. colère-là. Oui. Là, après ça, on peut se demander si on trouve que c'est réellement intelligent d'utiliser cette colère-là, mais politiquement, il a trouvé une faille qui lui permettait d'avoir une base d'électeurs solide dans plusieurs États. Puis, il faut regarder. Hein, c'est trop facile de dire « Ah, ce sont tous des gens qui ont voté, qui ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. » Puis Non, c'est ça. Je reprends les travailleurs de la Pennsylvanie. Quand ta job, tu te fais dire que ça se peut que tu la perdes parce que ça change de président, ben ça se peut que tu te bouches le nez et que tu votes pour la personne qui va te faire garder ta job. Absolument. Surtout si ta job, ça te permet de garder ton assurance, qui te permet de payer ton hypothèque, qui te permet d'envoyer ton enfant à l'université ou, comme donnait l'exemple de Joe, tout simplement de permettre à ton enfant d'aller à l'hôpital recevoir des soins. Puis à un moment donné, devant ce choix-là, je ne veux pas parler pour ces gens-là, mais il y a assurément des gens qui doivent se poser cette question-là. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment je prends cette chance-là, comme dans le cas des travailleurs de l'énergie de la Pennsylvanie, puis je me dis, OK, c'est trop important, ça n'a pas de maudit bon sens. Ou ils font, c'est triste, mais je ne suis pas en mesure de faire un choix. Pas que je ne peux pas choisir, c'est que je n'ai pas un réel choix. C'est soit je perds potentiellement toute ma job, ou c'est pas une comparaison sur ses propres valeurs, c'est juste un non-choix. C'est sûr que la personne va vouloir garder son emploi dans des domaines énergétiques, selon son âge, qui sont difficiles. Et c'est pour ça qu'on revient encore à ce qu'on s'est parlé tantôt, puis c'est là que c'est avec le défi démocrate également, puis le défi républicain éventuellement, parce que ça va finir par retourner républicain, c'est de permettre à des gens qui sont dans des industries où il y aura peut-être des transitions, de faire une transition. Puis pour le moment, ça, on n'a pas encore beaucoup entendu parler, ni du côté démocrate, ni du côté républicain. Il faut dire que les républicains sont moins chauds à l'idée justement de transition, par exemple, énergétique. Mais peut-être que ça va changer. Au Texas, vous le savez peut-être pas, mais il y a dans les plus gros champs d'éoliennes. Ah oui, aux c'est États-Unis. énorme. Oui. C'est la perte de vue. Mais en même temps, l'image que j'ai du Texas, moi, c'est ces fameuses machines qui retirent de l'essence qu'il y a partout dans le désert. C'est ça qu'on a encore en tête. Fait que c'est pas simple. En fait, c'est jamais simple. On tente souvent de l'extérieur de regarder ça puis de dire « Ah, cet électorat a dit telle affaire, ceux-là ont voté pour lui ». Chacun c'est tellement éclairant là, dans la son discussion coin. qu'on a avec toi, là, tellement. sérieusement. Ah, là, ouais. ça amène une foule de nuances qui sont vraiment... merci, on apprend beaucoup à la table des nerds aujourd'hui, vraiment. Là, je ne pourrais plus regarder ça d'un œil ou de l'autre. Attends, Mathieu, là, t'as la main levée, mais moi aussi, j'avais une question. Là. Vas-y avec ta question. Penses-tu qu'on s'en lave des mains là, de Trump ou il y a encore des chances que, tu sais, là, on le disait tantôt, là, est-ce que tu penses qu'il aurait les moyens de contester le résultat de l'élection ou on peut se dire, non, le tapeux, là, la démocratie a parlé, même si tu as tous les bons avocats du monde, là, prends ton trou pour 4 ans, on s'en reparle. Le plus loin que je peux aller dans ça, parce que je ne suis pas un analyste non plus là, de la politique américaine, mais de ce que je comprends, c'est que ça ne sera pas simple. Il y aura assurément des recomptages, parce qu'il y a des marges où les recomptages sont pas nécessaires, mais sont logiques. Là. Il y a des marges de moins de 20 000 personnes dans certains États. Ça s'est déjà fait par le passé. Tout président, tout candidat a le droit. Là où il faudra voir comment ça va se dérouler, puis là, c'est là où je ne vais pas parler à travers mon chapeau parce que ça commence à, mettons, dépasser le spectre de ce que je connais très bien, puis il faudrait regarder les vrais analystes de la politique américaine. Mais c'est tout sur les questions de la remise en question du processus électoral. Puis c'est cette question-là de voir si ça se rendait à la Cour suprême dans certains États sur des questions, des recomptages, des trucs comme ça. Est-ce que ça pourrait directement tomber dans la balance de Donald Trump? Techniquement, c'est pas gagné. T'sais, oui, aux États-Unis, la Cour suprême est beaucoup plus politisée qu'au pays. Ils sont choisis spécifiquement pour leur orientation politique, mais techniquement, ils sont encore
ils ont individuellement le choix de représenter en tant que juge, puis grosso modo, c'est devant la loi, puis c'est la loi, puis c'est la Constitution, puis c'est l'habitude américaine qui devrait avoir préséance. Fait que c'est vraiment pas clair aussi précisément. Pour le moment, il n'a pas concédé. Il est une heure indéfinie au moment où on a... Et il n'a pas concédé. Peut-être que là, il vient de concéder. Peut-être qu'il est en train de concéder. T'as raison. Oui, Non, absolument. Les républicains, pour le moment, certains trouvent que ça n'a pas de bon sens qu'ils ne concèdent pas. Mais on va avoir une meilleure idée des résultats. Je pense que c'est début décembre. Ce serait à vérifier. Parce que les comptages finaux vont être cumulés, en fait, au moment du vote des grands électeurs. Puis pour ceux que ça ne dit pas grand-chose, là, les grands électeurs, c'est que le système américain est fait que chaque État a un nombre de grands électeurs. Plus l'État est gros, plus il y a de grands électeurs. Puis, grosso modo, là, je simplifie ça au maximum, c'est qu'au début des États-Unis, c'était grosso modo les personnes qu'on envoyait à Washington donner le vote. Fait qu'on disait, vous êtes les grands électeurs, vous êtes les 14 Vous nous 20 représentez. personnes. Vous allez aller à Washington, puis vous allez dire, nous, les 14, on représente la Virginie, puis dans notre État, il s'est dit ça. C'est qu'on a gardé ce modèle-là. Et ce qui va arriver au début décembre, c'est que ces grands électeurs-là vont effectivement voter pour le président, parce que c'est comme ça le système américain. Les citoyens votent pour un candidat présidentiel. Dans chaque État, celui qui a, comme au Canada, la plus forte marge remporte l'État au complet, comme chez nous, il remporte le comté au complet. Puis quand tu as le plus de grands électeurs, quand tu as dépassé 270, c'est toi qui techniquement deviens le président parce que les grands électeurs votent pour le choix de la population de leur État. Fait que mathématiquement, tu remportes la majorité. C'est winner take avec all. les grands électeurs, c'est ça. Les grands électeurs, il n'y en a pas 2-3 qui débarquent en faisant « Non! Finalement, je vote pour Kanye West. » Non, c'est pas le même Kanye sens. West a concédé avant serait Donald Trump, divertissant. c'est en passant. Ah oui, OK. Ça serait divertissant. Oui, voilà. Fait que on va avoir cette réponse-là en décembre quand même, parce que ne serait-ce qu'à ce moment-là, ce sera officiel dans les lois américaines. Est-ce que Trump va concéder à ce moment-là? Qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça, il faudra attendre là, quelques semaines, quelques jours encore. Les gars, dans notre... on avait un bel exemple. Peut-être que tu voulais dire autre chose, là, Mathieu. Oui, ben en fait, c'est ça, moi, ma question que j'avais, c'est ça. C'était comme pas mal en lien avec tu sais, on sait qu'en ce moment, il essaie de faire annuler certains votes qui jugent illégaux. Est-ce que tu penses que y a-t-il des possibilités que sa tentative diabolique fonctionne? Tu sais, ça se peut-tu? Ben, le seul élément que je peux dire là-dessus, de par ma position là, également, parce que mon objectif aussi, c'est de ne pas analyser, mais c'est pas vraiment mon Ce avis journaliste personnel. est neutre. Ouais, Ce c'est journaliste ça. est neutre On de par jase. son titre. On On jase. genre, OK, ça pourrait être un extrait qui sera entendu que par les membres Patreon. Tout, nous sommes qu'entre nous. Parce qu'on est dans Mais, l'inconnu, là. C'est du côté- quelque chose. Ce que je peux dire, en fait, là, c'est que des recomptages puis des suppressions de vote, il y en a dans chaque élection. Ouais. Il y a des tentatives pour faire annuler des votes dans chaque élection. Des fois, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils ont voté 2 fois. Des fois, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas voté dans le bon truc. Des fois, c'est parce que le papier est mal plié. Peu importe, les raisons divergent. Dans ce cas-ci, Donald Trump va essayer de dire que les votes sont arrivés trop tard. C'est ça qu'il tente de faire. Ce que lui considère comme des votes illégaux, c'est des votes qui sont arrivés après le jour du vote. Par contre, dans les règles en place de l'élection américaine actuellement, si tu as posté ton bulletin de vote au maximum le jour de l'élection, puis que dans le fond, ils disent postmark, mais que grosso modo, c'est écrit que c'est le 3 novembre dessus. Ouais. Selon les États, il y a un certain nombre de jours où ça peut arriver dans les jours subséquents. Certains, c'est presque jusqu'à là, d'autres, c'était vendredi dernier. Et c'est ceux-là que Donald Trump, pour Va lui, sont essayer illégaux, de- puis il va tenter de dire qu'est-ce qui me prouve que c'était bien le 3. Il va tenter probablement d'en faire annuler certains. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va dépendre des juges. Dans certains États, peut-être que ça va se rendre plus loin que d'autres. Ça, on ne le sait pas. Il faudra voir comment les juges, puis comment aussi les avocats de Donald Trump vont justifier
cela. Parce que qu'il faut quand même- le gag en ce moment, quand tu écoutes la télé américaine, puis il y a plein d'humoristes qui l'ont fait ou des commentateurs, c'est de prendre justement un papier et le mettre dans une enveloppe puis de dire, tu sais, les républicains, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que le vote a été fait lorsqu'on a mis le papier dans l'enveloppe, pas lorsque la personne a ouvert l'enveloppe. Cessons de jouer sur les mots. Tu sais, c'est surtout ça en ce moment, le gros débat, c'est quand est-ce que ça a été fait. Et de ce que je comprends, c'est qu'il essaye, pareil, légalement, de jouer avec les mots, étant donné qu'on ne peut pas prouver au moment exact. Fait que là, il va essayer d'aller dans chacun des États, faire quoi? S'attaquer à la poste? S'attaquer à quand est-ce que ça a été fait? Comment ça a été compté? Ben, ce qui pourrait, Mathieu, qui va peut-être plus répondre à ta question, Ouais. ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas, c'est de voir combien de bulletins de vote par la poste sont arrivés après les élections. Puis de calculer ce nombre-là, puis de voir combien il y a de républicains puis il y a de démocrates, parce que oui, il y a plus de démocrates qui ont voté par la poste, il y a aussi des républicains, là, notamment, en passant, les militaires votent par la poste depuis presque toujours aux États-Unis. Là. Alors, OK. c'est pas une pratique inconnue, c'est pas nouveau de cette Ouais. année, là, ça arrive régulièrement. Mais bref, un des éléments qui pourrait faire tomber des poursuites potentielles, c'est de dire, ben écoutez, on a effectivement regardé les votes par la poste, même s'ils étaient marqués du 3 novembre, qui sont arrivés le 4, le 5, le 6, le 7. Puis si on compte vos votes, mettons, républicains et démocrates, puis même, mettons, qu'on les annule au complet, ben ça se peut que l'écart soit encore trop grand, fait que tu vas perdre pareil. Tu vas perdre pareil, c'est ça. Fait que ça ne changera pas grand-chose. Puis c'est pour ça que dans certains États, il en reste encore à calculer l'ensemble des votes. Dans certains États, il y a des poursuites probablement qui, juste pour cette unique raison-là, vont tomber. Parce que même si on allait devant la cour et qu'on faisait invalider ces votes-là, ben, ça ne sert à rien. Puis là, on perd du temps. Puis là, l'autre très grande question, puis là, je vous inviterai à amener un juriste ou un autre spécialiste de la politique américaine, si vous voulez, c'est de se demander si les juges puis la cour va se demander si c'est pas plus dangereux pour la confiance envers le système électoral d'amener ces poursuites-là. Dans le fond, est-ce que c'est justifié? Je pense que c'est un peu ça le fond de ta question, Mathieu. Ouais. Est-ce que c'est justifié de poursuivre de cette manière-là? Puis est-ce que ça ne va pas brimer la confiance envers le système si on accepte que cette poursuite-là se fasse puis que finalement, ça ne marche pas? Je pense que dans certains États, il y a des juges qui vont peut-être se poser cette question-là. Là, comme je dis, j'atteins la limite pas mal de ce que moi, j'en comprends aussi. Là, il faudrait voir avec des spécialistes de la politique américaine. Mais il y a cette idée-là aussi, parce qu'on le voit avec certains partisans de Trump actuellement. Ils ne croient pas nécessairement, même certains républicains ne croient pas nécessairement que l'élection a été parfaitement clean. C'est pas nécessairement de dire que ça s'est... que ça a été inventé, ça a été créé de toutes pièces, mais est-ce qu'il y a un doute dans la tête de certains électeurs? Ça, oui, ça semble effectivement être le cas. Allez, les gars, est-ce qu'on y va avec l'extrait L'extrait, de ben Bernie? oui. Ouais, OK. parfait. Il y a Bernie Sanders qui disait en entrevue il y a quelques semaines à Jimmy Fallon, qui a prédit vraiment exactement là, qu'est-ce qui est arrivé de troublant le soir de la soirée des élections. Les petits blonds. It is likely that the first votes that will be counted will be those people who came in on election day, which will be Republican. And here is the fear, and I hope everybody hears that. It could well be, and I don't know what's going to happen, nobody does, but it could well be that at 10 o'clock on election night, Trump is winning in Michigan, he's winning in Pennsylvania, he's winning in Wisconsin, and he gets on the television, he says, "Thank you, Americans, for re-electing me. It's all over. Have a good day." But then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted, and it turns out that Biden has won those states. At which point Trump says, "See, I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked, and we're not going to leave office." Le gars dit Question, ça 2 commentaire, semaines on avant. est sur le cul. C'est exactement ce qu'on vient de parler. À la limite, c'était pas surprenant ce que Trump allait faire parce qu'il l'avait dit. Oui. Ça fait des mois qu'il en parle que le vote par la poste, il considère que c'est pas la bonne affaire, puis qu'il invite les gens à aller voter en personne, puis que c'est le vote en personne qui est important, puis que c'est ça la vraie preuve, puis que, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, 11 heures de file d'attente quand tu es un Américain puis tu as le droit de vote,
c'est pas une attente, c'est ton droit de vote, puis c'est important, puis Ouais, etc., ouais, puis etc. ouais. Puis pour répondre à ça, au Texas, moi, ce que j'ai vécu, par exemple, c'est qu'à Houston, la personne qui s'occupe des élections, c'est un démocrate. Ça fait partie des postes élus où tu as des orientations politiques. Et à Houston, ce que cet organisateur-là a fait pour le comté, le Harris County, c'est qu'il s'est assuré d'avoir le plus de bureaux de vote possible, le plus espacé possible pour qu'à la pandémie, les gens viennent en personne. En plus qu'au Texas, on s'en est parlé tantôt, c'était pas possible de voter par la poste de toute façon à cause de la pandémie. Il fallait avoir une autre vraie bonne raison. Et il y a eu des contestations judiciaires de ça, notamment le fait qu'il avait fait des services au volant de vote. À Houston, tu pouvais aller voter dans ton char. Aussi simple que ça. Et les républicains ont fait une procédure devant la Cour pour dire c'est pas inscrit dans la loi électorale qu'on a le droit de voter en char. Bon. Fait qu'on considère que les 100 000 votes du drive-thru devraient être annulés. C'est que ça a pas de Ils ont perdu en Cour suprême du Texas parce que la Cour suprême du Texas, qui est, soit dit en passant, pas mal rouge et républicaine, a dit ben non, c'est la pandémie, puis on essaie de faire voter le plus de monde en personne. Mais des contestations comme ça, c'est ça, l'extrait de Bernie Sanders, il spin parce que c'est exactement ça. Puis en même temps, on savait que ça allait être un peu ça aussi. Puis même dans le calcul des votes, on se doutait bien que ça allait être ça également, qui allait se passer. Le seul, disons, argument démocrate ou espoir démocrate, c'était que les chiffres allaient être beaucoup plus grands en leur faveur, ce qui n'a pas été le cas dans plusieurs États, ce qui n'a pas été le cas au Texas, où les démocrates espéraient vraiment faire un gain. Puis ce qu'on voit, c'est la suite logique des choses. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Parti républicain, au-delà de Donald Trump, répond à tout ça. Il y en a certains qui sont mal à l'aise là, avec la position. Il y a certains médias aussi, plus à droite, Fox News notamment, qui a changé aussi sa manière de parler de ça. On a coupé à la télé des représentants de la Maison-Blanche quand même. Ils ont été les derniers à présenter Joe Biden comme président élu. Par contre, le soir du vote, moi, je me souviens très bien que Fox News, c'est les premiers à avoir dit que Donald Trump allait perdre l'Arizona. Puis présentement, l'Arizona, ce n'est pas encore officiel pour plusieurs médias. Fait que c'est assez intéressant de voir aussi les positions l'analyse à l'intérieur du parti. Puis honnêtement, qui est aussi en train de calculer la suite des choses, là? Parce que là, on s'en est parlé. Est-ce que Trump va revenir dans 4 ans? Est-ce que tout le monde va vouloir se coller à Trump qui remet en cause justement le système de vote actuellement aux États-Unis? Est-ce que il y a Mitch McConnell qui est le chef des représentants du Congrès, en fait, des sénateurs républicains, qui, lui, s'est mis du côté de Donald Trump. Mais il y en a qui sont plutôt mal à l'aise, là, quand même, de voir le fait qu'aux États-Unis, qui se prônent comme une démocratie à l'international et tout ça, là, que le président sortant dit « ben non, j'ai gagné, puis on ne devrait pas tous les compter », tout en disant dans d'autres États qu'il faut compter tous les votes dans ces États-là pour voir si finalement ils ne récupèrent pas des marges. Fait qu'il va falloir voir comment ça va jouer dans les prochains jours, semaines. Là, la cloche va sonner, mais on aimerait mieux foxer nos cours puis continuer cette jasette-là avec toi parce que vraiment, là, comme je le disais, c'est vraiment éclairant. C'est franchement intéressant puis il y a tellement à dire encore là-dessus. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. On devrait discuter plus souvent à jeun ensemble, Xavier. Oui, c'est peut-être ça notre erreur. Hein. Non, mais... Pourtant, j'ai des excellents souvenirs de conversation très pertinents. Ben oui, moi aussi. Je commence à remettre ça en cause. Faut croire que c'était peut-être pas si brillant qu'on se le faisait croire. Non, mais merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Hey, c'est la première fois qu'on est live d'un autre pays, les gars. Le Paxac est rendu international, rien de moins. Là, Xavier, après votre dernière, entre guillemets, destination, là, qui est la Colombie en ce moment, vous allez revenir au Québec, vous allez faire une quarantaine. Si jamais vous cherchez quoi faire, on a 19 excellents épisodes du Paxac que vous pouvez rattraper, ta douce et toi.
Dire que je pensais que tu allais inviter les auditeurs à nous écrire s'il y avait des appartements ou des chalets qu'ils n'utilisaient pas. J'étais comme, mon Mais on Dieu, peut le c'est bien faire, fin. oui. Ben, si Ben vous voulez non, qu'on c'est fasse une ce grosse message-là, on plug. peut le faire. Mais on est là Ben pour non. les plugs, hein? Tout le monde se plug ici. Si vous avez besoin d'un nid, pas de problème, les auditeurs, vous savez où nous rejoindre, vous savez où nous écrire, et puis on va faire le message assurément. D'ici là, on vous suit sur les réseaux sociaux. Projet 12-12 pour suivre ton projet à toi et Andréane. Puis merci de ton précieux Ah, temps. C'était tellement. vraiment, Merci beaucoup. vraiment, vraiment intéressant. Absolument. Mais ça. Oh! Ah, mais- Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements. Merci les petits blonds de l'audio, Philippe, Julien Bougie et Clément Le... Ah, je vais vraiment arrêter de chanter. Clément Leblin, Oui, qui oui, sont... oui, s'il te plaît. Oh, j'ai pu pleurer. Clément Hamelin, qui sont derrière la production du podcast. Merci les petits blonds. Je veux remercier Vincent Dargy qui est à la musique principale et Rosie Blondie Dessin qui nous a pondu d'excellents logos. Logos qu'on peut retrouver sur nos masques que vous pouvez vous procurer au viridicafé.com. Et puis, une partie de l'argent va justement à Rosie Blondie. On finance son fonds d'études. Aïe! On vous remercie. Si vous avez tellement aimé l'épisode que vous portez plus à terre, là, vous devez de l'exprimer, ben gênez-vous pas. Mettez-nous 5 étoiles Il y sur avait la une tente. plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez également la C'est partager ça. peut-être sur vos J'ai réseaux entendu. sociaux, faire découvrir le podcast à vos amis. gros, je l'ai Plus on est de fous, plus on rit. Je vais arrêter de faire des rimes aussi, ok, promis? Hey, merci à Xavier de nous avoir expliqué aussi bien les élections américaines et où on en était en ce moment. Ouais. Peut-être qu'une fois que vous allez Wow. écouter ce podcast-là, tout va avoir été réglé. Mais là, c'était le Wow. fun d'être aiguillé sur le type d'élection qu'il y a eu au Texas. Ouais, puis on le garde en retenue. On continue de jaser avec lui. Avec un petit point de vue un petit peu plus personnel peut-être, pourquoi pas. Et puis, ben, vous allez pouvoir retrouver un petit peu plus d'informations sur ce dont on a parlé sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et nous serons jamais sur TikTok.